Bonjour Gustave. Bonjour. J'aimerais souligner dès le départ que tu as donné une conférence TEDx d'environ 20 minutes à Pointe-à-Pitre en 2015 sur l'improvisation théâtrale. Pour les gens qui ne te connaissent pas encore, Gustave, pourrais-tu nous offrir une brève introduction en expliquant un peu tes débuts, les chemins parcourus et ce qu'il reste à faire? Ça me fait hyper plaisir déjà que... Merci de me recevoir ici dans ce cadre merveilleux. Puis ça me fait plaisir que quelqu'un avec un léger accent québécois m'interviewe, parce que le Québec, c'est quand même le lieu où a émergé en langue française l'improvisation théâtrale. Alors mon parcours, il est simple. J'ai commencé à faire des spectacles pour faire plaisir à ma maman, pour la faire rigoler quand j'étais petit. Après, j'ai fait des spectacles quand j'étais dans un internat en France. Et puis après, j'ai fait des spectacles de rue parce que je me suis retrouvé tout seul et il fallait que je survive. Donc je faisais des spectacles de rue en faisant la manche. Et tout en faisant du théâtre, on va dire, entre guillemets, expérimental. Et après, je me suis mis à travailler beaucoup les spectacles interactifs. J'ai fait plusieurs fois le festival Juste pour rire. J'ai fait 5 fois, je crois. J'ai fait le Festival d'été de Québec. J'ai fait le Grand Rire du Québec. J'ai fait beaucoup de festivals en Europe, en France. On était à une époque, on était un peu avec les clowns modernes. Donc on écumait. Moi, je faisais des spectacles en anglais, en espagnol, en italien, parce qu'il y avait beaucoup de visuels au départ. Du coup, j'ai joué dans 81 pays, je les ai comptés. Okay. Parce qu'on a la chance en France d'avoir aussi des alliances françaises qui nous permettent de jouer un peu partout. Comme il y a les Chinois qui sont un peu partout, il y a les Français qui sont un peu partout pour les spectacles. Et puis après, j'ai fait un peu de télévision, j'ai eu une petite notoriété. Mais moi, je cherchais plus l'aventure que la notoriété, en fait. Mais j'étais content de l'avoir. Évidemment. Et du coup, j'ai eu du public, j'ai fait les premières parties des Stranglers, de Charlie Lee Couture, dans les grandes salles, tout ça. Et ça m'a valu tout un public. Et du coup, j'ai fait le Festival d'Avignon. Le Festival d'Avignon, je l'ai fait 15 fois. Et j'ai eu beaucoup de public aussi. En tout, on l'avait calculé avec un ami comme ça, bon, c'est un peu de la prétention de ma part, mais j'ai eu 1 million de spectateurs en tout. 1 million de... Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bien de faire des spectacles, de dire des choses dans les spectacles, mais les gens, ils regardent, ils rigolent, ils se marrent, et après, ils ne changent pas leur voix aux élections et tout ça. Donc le plus important, c'est pas tellement peut-être l'art, mais c'est surtout l'éducation. Et je me suis surtout branché sur l'éducation. Et comme j'avais une connaissance un peu, on va dire, de l'expression, à partir de l'improvisation théâtrale, j'ai développé, quand je suis arrivé en Guadeloupe surtout, l'improvisation théâtrale appliquée. Une pédagogie en fait. Une pédagogie, c'est-à-dire qu'on fait d'abord de l'improvisation théâtrale pour que les jeunes puissent s'exprimer. Oui. Et une fois qu'ils s'expriment, on aborde les thèmes qui les touchent, qui sont les stéréotypes sexistes, le harcèlement à l'école, gérer la violence, c'est pour ça que je suis intervenu dans les prisons, gérer ses colères, et apprendre et se dire, je parlerai mieux si j'apprends. Donc, commencer à étudier, à lire des livres, etc. C'est toujours plus facile d'éduquer un enfant qu'un adulte. Voilà, c'est toujours plus facile, mais il vaut mieux élever les enfants en les applaudissant, que, comme on dit, quand on élève un enfant, il ne faut pas le rabaisser. Donc, et l'intérêt de l'improvisation théâtrale, c'est qu'en général, l'animateur est toujours bienveillant, et il rigole avant que le type soit drôle. Tu vois, et cette bienveillance fait que la personne en face amène la confiance en soi, la confiance dans son expression, quelle qu'elle soit. C'est un peu ce que je dis dans le spectacle et ce que j'expliquais précédemment. La liberté d'expression, c'est le ridicule moins la honte. Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Le ridicule ne tue pas, donc le ridicule assumé te rend plus fort. Ça te permet de t'exprimer devant les autres et d'être plus à l'aise pour parler. Chose peu commune au final. Chose peu commune, mais qui est importante à dire. Parce que beaucoup de jeunes, ils sont sur des dos. Ah, t'es ridicule avec ce costume. Ils sont beaucoup dans le regard sur eux-mêmes par rapport à de la publicité, en fait, qui est sur les réseaux sociaux, qui est les filles deviennent anorexiques parce qu'elles veulent ressembler aux mannequins. Enfin, il y a des stéréotypes. Mais même en accent, moi, esthétique. quand j'étais petit, c'était considéré comme ridicule au Québec. Voilà, j'avais un accent français. Par exemple. On ridiculisait le truc. Voilà, c'est exactement. Donc, c'est dans ce sens-là que l'expression de soi-même ne peut pas être ridicule dans la mesure où elle est dans l'évidence de toi-même et elle est sincère. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, surtout dans le cadre du théâtre, hein, je parle, dans le cadre du jeu théâtral. De l'improvisation. De l'improvisation théâtrale. Après, dans la vie, effectivement, dans l'improvisation théâtrale, par exemple, il y a une règle, il faut toujours dire oui. Ça fait avancer l'histoire. D'accord. Et par contre, dans la vie, des fois, il faut savoir dire non. Absolument. Mais il faut quand même se mettre dans la tête que c'est pas mal de d'abord dire oui et après penser que si c'est pas possible,
avoir la possibilité de dire non. D'accord. Parce qu'il y a des gens, ils ont par réflexe, ils disent Oui. non pour se défendre. Bien sûr. Donc le non C'est un peut mécanisme. exister, mais il vaut mieux faire un oui mais qu'un un non assurément, quoi. D'accord. Si Et si tu avais à dire, qu'est-ce qu'il reste à faire? plein de trucs. Le monde va pas très bien pour trois raisons, à mon avis. C'est le changement climatique, qui est quand même une raison énorme. Parce que depuis le début, tous mes spectacles sont faits avec des objets récupérés. J'essaie de défendre l'idée sur D'accord. si ton ciel peut t'attendre, la terre ne le peut plus. S'amuser à la défendre Ah, bien dit. est une urgence absolue. C'est ce que je dis dans le spectacle. Donc voilà. Le problème, c'est que bon, tout le monde le voit. En Guadeloupe, on le voit. Enfin, t'as pas un endroit sur terre où tu es à l'abri, quoi. Donc bon. Donc, on va refaire les comptes. L'environnement, parce que j'ai envie de continuer. Donc là, on a une forêt que j'essaie de protéger. Ça fait 20 ans. Mais si, Derrière, là, on fait ça ensemble, même depuis 6 mois. ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble pour protéger ce bout de forêt, qu'on Bien plante sûr. et qu'on jardine et qu'on récolte. Donc c'est important. J'essaie d'avoir une voiture électrique qui va être branchée sur mes panneaux solaires. Voilà. Très bien. J'essaie de faire des trucs. Bon, alors après, tu apprends que les panneaux solaires viennent de Chine, là, que la voiture électrique aussi. Donc c'est très compliqué parce que chacun essaye de faire ce qu'il peut. Voilà. Donc j'ai limité mes voyages en avion, je fais plus que 2 voyages par an, donc je limite mon empreinte carbone tant que faire se peut, mais surtout... C'est qu'une belle conscience environnementale, je vois ça te touche. Oui, mais bon, je suis pas parfait, hein. Loin Non, de là, personne. je vais pas dire... je critique pas les gens qui sont écolos et qui polluent, parce que de toute façon tu pollues. Bien Tu sûr. respires, tu pollues, tu pètes, tu pollues, enfin bon... T'habites, tu pollues. T'es écolo, t'as le droit de polluer. T'es écolo justement parce que tu pollues et que tu culpabilises. C'est-à-dire je pollue, je culpabilise parce que je pollue, donc je suis écolo. Alors, parce qu'il y en a des autres qui ils veulent assumer d'être eux-mêmes. Genre Trump, non, comme je pollue, je suis pas écolo. Au moins je suis honnête. Non, non, t'es pas honnête, t'es cynique. Alors, je dirais même les deux discours sont, à mes yeux, un peu, j'ai envie de dire, inutiles parce que la nature est grandiose. Ouais. Si l'humain travaillait avec la nature, on aurait de l'abondance sur Terre pour tous les êtres humains. Ça, c'est sûr. C'est juste que les êtres humains se préoccupent de faire d'autres choses dans leur vie que de produire avec la nature. La nature, Je suis elle est d'accord. grandiose. Je suis d'accord. Je produis plus que j'ai besoin. Je ne vends pas parce que j'aime Ouais, bah, partager t'as et raison. donner. T'as Mais raison. la nature est grandiose. T'as raison. Et si tout le monde s'occupait de ça, on aurait l'abondance pour tous sur Terre. Je suis d'accord. Ouais. C'est pour ça que je garde mon pantalon, parce que j'ai pas changé de pantalon depuis 5 jours, parce que je lave peu mes affaires. Pour Alors pas moi, trop c'est la polluer. première fois que je le mets, le blond. Et je vais plus loin que toi, ce que disait Gandhi. Il disait cette phrase qu'on pourrait nourrir toute la planète si l'homme n'était pas aussi avide. Bien sûr. Le problème, c'est l'avidité. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui veulent toujours plus. Moi, j'ai juste une petite maison en Guadeloupe qui est assez grande pour recevoir des gens, mais j'ai pas envie d'en avoir 10. Il y a des gens qui sont avides, quoi. Ils veulent tout. Alors, après, il y a un autre facteur qui est effectivement tous ces gens qui sont un peu malheureux, souvent ils se réfugient dans la religion. Et là-dessus, des fois, la religion abuse d'eux. Du coup, ça leur dit, ben, c'est comme ça. J'appelle ça l'inchalisme. Le je m'en foutisme religieux. Ils disent, là, c'est Dieu qui a décidé, la planète elle est ce qu'elle est, on peut rien y changer. Le Fatalisme, Le voilà, fatalisme. le fatalisme. Docteur Fatalis, c'était dans les séries américaines. Après, au final, Le méchant Docteur Fatalis. Tatin. au final, fataliste, c'est un peu victime. Et quand tu deviens responsable, tu découvres que tu as du pouvoir dans la vie. Bien sûr, bien sûr. Exactement. Merci. C'est qu'au final, passé, présent, futur, très bien. Mhm. On va pouvoir commencer les questions. Oui, vas-y. C'est vrai? Première question que j'avais, c'était à ton avis, quelles sont les qualités d'un bon partenaire d'improvisation? Je trouve que c'était une bonne question de départ. C'est une très très bonne question. Alors dans l'improvisation théâtrale, il y a des bons improvisateurs qui peuvent improviser, mais que avec des bons improvisateurs. C'est-à-dire qu'ils vont dire, tu vois, oui, mais lui, il m'écoute pas, lui, D'accord. La faute de j'improvise l'autre. avec lui, c'est un peu la faute de l'autre. Moi, je suis bon, mais lui, il n'est pas très bon. Et il y a les très bons improvisateurs D'accord, qui sont capables de gérer n'importe qui. je vois. Même un autiste, même un type qui a parce que ils jouent avec, ils vont l'inciter à parler, ils vont l'écouter. Parce que la principale qualité dans l'improvisation théâtrale, c'est l'écoute. Donc L'écoute un active. bon partenaire, l'écoute active évidemment. Monsieur. À un moment, j'expliquais ça à mes élèves, il y a 5 positions dans la vie. Il y en a une, t'es mort, t'es couché. Dans la deuxième position, tu commences à te réveiller le matin, tu vois, un peu la gueule de bois. Troisième position, t'es réveillé là, tu vois, t'es réveillé. Quatrième position, t'es réveillé, t'es avant de ton siège comme ça, t'es prêt, t'écoutes tout ce qu'il y a, tu entends, tu captes tout, t'es en alerte, t'écoutes les oiseaux, les machins, les trucs, tu sais que t'es en interview.
Et la cinquième position, c'est à la fois, tu écoutes tout ce qu'il y a, tu es en indien, et dans ta tête, tu te dis qu'est-ce que je pourrais faire pour amener quelque chose de plus à ce qu'il y a. D'accord, C'est la cinquième position. Donc ça, c'est l'écoute hyper active. je vois. C'est-à-dire dans ta tête, tu vas proposer ou chercher une histoire ou amener des choses dans un coin de ta tête, et le reste de ta tête est complètement à l'écoute avec tout ce qui se passe. D'accord. Et c'est cette position-là qu'il faut avoir, qui est une position fatigante pour le cerveau, Bien sûr. mais qui est très stimulante pour le... Je dis stimulante, tu vois. Ben, c'est pas grave. Parce que dans stimulante, ça pue. Alors dans stimulante, ça mue. Voilà, c'est ça la réponse. Donc tu mues, ouais. J'ai vu. tu te meus, il s'émue. Et du coup, tu t'émeus parce que tu es ému du fait de te mouvoir. Voilà. C'est clair ou c'est mal dit? Bah alors, C'est bien dit? Ça va? Bon. Autre question? alors, je dirais la suivante, hein, qui est dans la logique. Et quelles seraient, d'après toi, les bonnes qualités d'un présentateur? D'un bon présentateur? D'un bon intervieweur? Poser les questions, ce qu'on appelle des questions. Ah! Poser les questions ouvertes. Ah, attention! Oh, il y a du vent, j'adore ça, c'est trop bon. Il y a un petit peu de bordel. J'aime bien le bordel, moi, un peu, parce que tout ce qui est complètement ordonné et un peu désespérant, alors ce qui est bordélique, ça donne de l'espoir, parce que tu sais que tu vas avoir quelque chose à ranger, tu vois. À un moment, quand j'étais jeune, j'étais dans la merde totale, et je nettoyais des trucs, et je supportais pas d'avoir à nettoyer un truc propre. Tu vois, bah, oui, je vais nettoyer des bureaux, par exemple, tu vois. T'arrives dans un bureau, tout est propre. Je faisais semblant de nettoyer, je nettoyais pas, c'est propre. Et il te faisait nettoyer des trucs propres. Alors que si t'as un truc vraiment bordélique, tu dis, je vais tout ranger, quand tu as tout rangé, tu es content. Bah bien sûr, mais Tu es content de faire le ménage, quoi. Et j'ai Donc, envie... de quoi parlions-nous? C'était quoi ta question? Alors la question, c'était L'intervieweur, Oui, il quelles doit sont être, les qualités? voilà, trouver des questions où la personne va pouvoir s'épancher, on va dire. C'est un accoucheur, on va dire, tu vois. Tu vois, on va tirer des trucs. C'est comme ça que tu le vois. Un Je bon vois. intervieweur, oui, c'est Je quelqu'un vois. qui sait faire accoucher les gens. Hein. D'accord, très bien. Ok, je vais essayer de faire au mieux. Ouais, bah, t'y arrives là pour l'instant, ça va. Parle-nous de ton meilleur souvenir lors du festival Juste pour rire de Montréal. Parce que tu en as parlé dès le début. Et c'est vrai que je l'ai jamais fait personnellement. Je sais que mon papa avait assisté à un de tes spectacles à l'époque. Ouais. Tu pourrais nous parler de ton meilleur souvenir au festival? Bon, j'en ai plein parce que c'était hyper agréable, il y avait un monde fou, j'adore le Québec. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure, hostie. Je me demandais s'il allait nous sortir des expressions. Je suis content. c'est pas En pire. tabernacle, tabernouche, tu vois. Bon, je suis pas très fort en accent québécois. Non, non, mais lâche-toi lousse, hein. Tu sais, toi une bûche, man. On est là pour ça. Puis. Non, Hein? mais c'est pas, bon, c'est le fun, c'est le Ah fun. ouais, c'est le fun. Alors, on m'a reproché de m'appeler parking là-bas parce qu'on dit parc de stationnement. Voilà. Alors, les souvenirs. Ah, la protection de la loi française. Ouais. Les souvenirs les plus forts, c'est que déjà le plus grand spectacle. J'étais un peu impressionné. J'ai eu 12 000 spectateurs. J'étais en haut de la rue Saint-Denis. Ça a été ton premier plus grand spectacle. Ah oui, Je vois. même en France, j'ai pas fait un spectacle avec autant de monde. Ah, bien. 12 000 personnes. J'étais en haut de la rue Saint-Denis, ils avaient mis une grande scène et je jouais. Mais comme derrière, il y avait le début du fait, ils faisaient des répétitions pour le festival de jazz de je sais pas quoi. Uh-huh. Moi, j'entendais la musique derrière et que je jouais et j'avais pas de retour. Bon, ça s'est bien passé, hein, les gens se sont marrés, mais pour moi, c'était vraiment très bizarre. Mais c'était un grand spectacle. Et sinon, une fois, je suis arrivé, je suis descendu de l'avion et ils m'ont amené directement sur scène. Parce qu'il y avait eu un retard, ils m'avaient reprogrammé à la place de quelqu'un d'autre. Et je suis arrivé et ça a été bien. Parce que j'arrive sur scène et puis j'ai le public québécois qui est là. Le public québécois, il est avec toi. Moi j'adore le Québec, je vais te dire pourquoi. Vas-y, vas-y. Parce que vous avez à la fois la culture française, c'est-à-dire une culture un peu ancienne, ancestrale, avec la littérature, le siècle des Lumières, tout ça, etc. Et à la fois le côté décontracté des Américains. Mhm. On est dans un pays qui est immense, Tout à fait. on n'en a rien à péter, tu vois, le côté, on n'a pas le côté coincé des Européens, et vous avez cette qualité d'avoir les deux, quoi. Ce qu'on appelle la diversité et la créativité culturelle européenne. Donc vous êtes très créatif. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'impro, que l'impro marche bien. Exactement. Les Québécois sont très créatifs. J'ai vu plein de spectacles de Québécois qui étaient extraordinaires. Les réalisateurs, pareil. Ouais, même des publicités, tu Ouais, vois ouais. qu'il y a de la créativité. Ouais, beaucoup. Ah ben, je suis très copain avec Anthony Cavana, toute son équipe est venue ici. D'accord. Je suis très copain avec même des gens du début. Ici, il y a des anciens qui regardent, avec toute l'équipe du Cirque du Soleil à l'époque. J'ai fait un spectacle dans la rue. La liberté. Ah, ouais, alors, ah oui, le truc le plus extraordinaire que j'ai fait un U8 dans les rues de Montréal. Donc j'étais à poil et j'étais poursuivi par un policier. Ça s'appelle un U8. On traversait la Seine et je sais pas, il y avait 5000 spectateurs. Tu vois, c'était une grande scène en plein air au milieu de Montréal.
rue Saint-Denis, je crois que c'était, ouais. Et ce qui était drôle, c'est que je me préparais dans un coin de rue, là, pour aller faire mon U8, où je devais courir à poil, poursuivi par un policier, et 10 minutes après, je repassais avec le pantalon du policier, et lui, il avait la veste, et en bas, il était à poil. Après, on repassait avec une mariée qui était à poil, et l'autre qui était avec le policier. Si on faisait des passages, ça faisait une histoire. Je vois un sketch. C'était un sketch, quoi, mais juste avec des passages, quoi. Et je me rappelle, ça c'était quand même très fort, j'étais à un coin de rue, et comme mon costume c'était de me mettre à poil, je m'étais mis à poil, et j'étais là, mais comme en costume. Tu vois, justement, j'avais pas honte, j'étais pas gêné. Et les gens ils me voyaient, ils me disaient, mais t'es à poil? Oui, oui, c'est ce que je joue là, je fais un truc. Ah bon, d'accord. Je suis dans l'expression de moi-même. Tu vois, ah bon, c'est pour le spectacle. Oui, oui, je fais le spectacle à poil, là, je dois traverser à poil. Et les mecs ils se marraient, tout ça. Et je trouvais ça. Et là, ça m'avait beaucoup plu de faire ça à Montréal. D'autant plus que l'année d'avant, j'avais mis en scène un immense spectacle à Ottawa. Et là, il y avait les anglo-saxons et des copains qui s'étaient mis à poil dans la rue. Ils avaient été embarqués par la police anglo-saxonne parce qu'ils s'étaient mis à poil dans la rue. Et encore, et les mecs, ils n'avaient pas l'habit à l'air. Ils avaient des culottes, les nanas étaient les seins nus et tout peint. Donc il y avait un bleu, un vert, un jaune, un rouge. C'est la compagnie L'Utopie. Et ils avaient fait le spectacle comme ça, ils s'étaient fait embarquer par la police à Ottawa. Alors qu'à Montréal, ça a fait rire tout le monde. Et en France, ça serait passé comment? Ça dépend où. Je vois. Ça dépend où. Si, peut-être tu fais ça dans la ville de l'actuel ministre de l'Intérieur, tu te fais embarquer. Tu fais ça à Paris, dans la Gay Pride, je me suis mis à poil aussi à Paris. D'accord. Parce qu'il y avait des mecs dans la Gay Pride, et je les voyais. Je disais, mais dans les mecs, ça va, vous êtes coincés ou quoi? C'est la Gay Pride. Je me suis foutu à poil. Allez, on se met à poil. Et je me suis mis à poil. Bah ouais. Tu vois, moi, ça me gêne pas du tout. Il n'y a qu'un mec qui se met à poil comme ça, il dit, ah, c'est un exhibitionniste. T'as un groupe de 2000 personnes qui se mettent à poil, c'est de la liberté dans les mœurs, c'est le naturisme. La nudité, c'est un truc qui est assez fort, c'est l'expression de la liberté, c'est l'expression de la liberté, l'expression de la nature, l'expression de la non-violence, que quand t'es à poil, t'as pas d'armes, t'es pas protégé, donc t'es non-violent. Bien sûr. Moi, je suis pour entre guillemets, le naturisme. Je le fais pas parce que j'ai pas envie de provoquer les gens en Guadeloupe ou de faire chier des gens dans leurs convictions traumatisées. Je vais pas les traumatiser. Ben après, je pourrais plus leur dire autre chose. Donc, mais dans le spectacle, par exemple, je finis avec un. Bon, je vous dis pas, mais je suis pas vraiment à poil, mais comme si j'étais à poil. Je m'amuse avec ça. T'arrives avec un gilet pare-balles, machin, personne t'arrête, donc t'es dangereux. Tu vois, t'arrives à poil, les mecs vont t'arrêter parce que t'as montré ta kékette. Alors, t'as pas montré ta kékette, tu t'es promené à poil. Enfin, moi, je suis un peu, pro, on va dire pro-naturisme. Voilà. Tiens, une question, je me demandais comment tu te prépares un peu l'esprit avant de monter sur scène ou de réaliser une interview comme celle-là? Je me prépare pas. Du tout. Bah, j'essaie d'être moi-même sur scène, donc avant, j'essaie de rester moi-même. J'ai pas de concentration particulière. Je prends aucune drogue, ça c'est important pour pas être addict à une drogue quelconque. Je vais pas boire avant de monter sur scène. Je vois. Il vaut mieux être vide devant une salle pleine que plein devant une salle vide. Je suis d'accord. À mon âge, je me lève un peu vite. J'ai l'impression d'être déjà un peu défoncé. Étourdi. C'est pas de moi, c'est une phrase qu'avait dit Mick Jagger. Et je l'avais trouvé très bonne. Je vois. Et puis, sinon, toutes les autres drogues, bon, voilà, non, non, non. Non, déjà, il y a l'adrénaline, le fait d'être devant le public qui te booste. Naturellement. Naturellement, donc t'as pas besoin de. Par contre, un truc qui est génial, c'est de faire un. Parce que je faisais des spectacles, j'en fais encore des spectacles de 2 heures, voire 3 heures. Oui. T'arrives avec une grippe, tu sors, t'es guéri, quoi. C'est incroyable d'être sur scène. Un, tu sens plus la douleur, avec l'adrénaline. Ton esprit est tellement occupé. Deux, ton esprit est tellement occupé, puis tu sécrètes tellement de produits que tu te guéris de virus. À un moment, j'avais 2 sérotypes de dingue en même temps. J'étais mort toute la journée, le soir je jouais. Et puis la dingue, elle est partie en 4 jours. Alors que d'habitude, il faut une semaine, 15 jours. Bien sûr, ça peut prendre jusqu'à 3 semaines, laisser des séquelles, etc. Alors pour ceux qui ne savent pas, la dengue est une maladie tropicale qu'on peut attraper en Guadeloupe et qui arrive maintenant en Europe grâce au dérèglement climatique. Ouais, de plus en plus. J'ai regardé la caméra pour dire. Bien, excellent. À cause du moustique tigre. Il n'avait pas trayé. Et sinon... C'est un rapatrié. Au final, si tu prépares pas forcément ton esprit avant, tu dirais que tu as quand même un processus créatif pour développer les sketchs?
Ah oui, oui, j'ai un problème. J'avais, alors là, j'ai eu des problèmes de santé, c'est-à-dire à mon âge, des problèmes d'arthrose, donc pour l'instant, je fais des spectacles plutôt de mieux en mieux pareil, et je vais moins vers le visuel et plus vers le texte, on va dire. D'accord. Mais au départ, j'avais un processus créatif, c'est-à-dire avec 3 règles. Montrer quelque chose d'intéressant. Oui. Si je viens sur scène, donc je montrais quelque chose. Voilà, je plonge en apnée dans une bassine avec des tampax, je fais voler une terre. Au départ, je faisais des choses d'abord visuelles pour pouvoir voyager, D'accord. parce que je voulais voyager au départ. Ok. Une fois que j'ai fait ce truc visuel, j'essaie d'établir une relation avec le public. Comme quand je fais du tennis avec un petit Suisse, ils se sentent impliqués dans le spectacle. Donc impliquer le public qui est là, donc le côté interactif. Et la troisième partie, intégrer dans cette partie interactive et visuelle. En fait, je viens du spectacle de rue. Oui. Donc s'il n'y a pas quelque chose de fort, les gens ils vont partir. Tu T'as vois, compris ça dès le début. à la création. Ouais. Donc ça commençait avec un ballon, ça a pété. Approcher, ça a pété. Les gens, approcher, je vais me mettre à poil. Donc les gens ils venaient. Approcher, je vais cracher du feu avec du chocolat. C'est qu'une accroche dès le début. Et ben, il faut qu'il y ait une accroche pour que le mec qui est pressé se dise ah, je vais m'arrêter. Oui. Puis après, il faut le retenir. Donc côté interactif. Tu prends quelqu'un dans le public, tu le fais jouer, du coup toute sa famille va rester parce que lui il joue. J'entends, je vois. Voilà. Tu fais jouer les gens, tu fais un truc. Et après, tu rajoutes à tout ça tes petites phrases philosophiques, ton côté pertinent, ta réflexion sur le monde, etc. Ta perspective. Ta perspective. Et petit à petit, à force de jouer en salle, le texte va prendre le dessus sur le visuel. Tu vois, parce que tu as de plus en plus de choses à dire, tu ouvres de plus en plus de charentaises, comme on dit. Oui. Du coup, tu marches à côté de tes pompes, parce que les charentaises, c'est des chaussures. Merci. Et quand tu marches à côté de tes pompes, tu deviens hors pair. Parce que tu fais quelque chose de plus original et de moins attendu. C'est Mais un peu tu le dois principe. maîtriser l'improvisation. Non, tu maîtrises pas l'improvisation. Tu la maîtrises pas. Ça, c'est un oxymore. Je vois. Maîtriser l'improvisation, c'est un oxymore. Justement, l'improvisation, c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas et qui te dépasse. J'ai quand même l'impression que tu maîtrises l'art de l'improvisation. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot. Je maîtrise des techniques d'exercice qui te permettent d'improviser. D'accord. Certaines, mais il y a plein de choses que je ne maîtrise pas. J'ai des amis qui sont improvisateurs, qui font des tas d'accents que moi, je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas vraiment tout dans l'improvisation. Mais je maîtrise surtout la façon... Maintenant, j'enseigne beaucoup à des gens qui deviennent professeurs d'improvisation. Je suis plutôt prof d'improvisation. Oui, ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'improvisation théâtrale pour tous. Pour tous. Mais quand je dis bien, pour tous. Ce qui fait que je ne fais pas de match, par exemple. De match d'impro. Match d'impro, j'en fais pas. D'accord. Pourquoi? Oui, vas-y. Parce qu'en Guadeloupe, on a été dans des collèges, on a fait des ateliers d'improvisation dans différents collèges. Tous les collèges à qui on a dit, on va finir par un spectacle d'improvisation à partir d'exercices d'improvisation. On appelle ça du cabaret d'improvisation. Tu as des exercices, les gens donnent des thèmes, ils écrivent des thèmes, et on fait un exercice où ils doivent parler avec chacun une lettre de l'alphabet, A, B, alors comment ça va, ben ça va bien, toi. C'est un exercice comme ça, ou d'autres exercices. Donc c'est un peu le principe des ateliers et des cours. Donc des fois je fais des ateliers d'une semaine, donc j'ai plein d'exercices, et j'adapte mes exercices par rapport au public. Si je me retrouve avec une bande de jeunes en SECPA, on va faire d'abord des exercices de mime, de jeu, je les fatigue, qui bougent beaucoup. Tu vois. Et puis après, on va essayer de les aider sur le champ. Ça, c'est des trucs que j'ai mis au point, qui n'existaient pas, enfin que j'ai vu pour l'instant dans aucun livre. Parce qu'il y a beaucoup de livres sur l'improvisation, mais plus pour les professionnels de l'improvisation, qui vont expliquer les statuts, changer d'émotion, comment faire des personnages. C'est pas tout public. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment tout public. C'est prendre quelqu'un qui n'a jamais fait d'improvisation, et tu vas lui dire, raconte-moi tes vacances. Alors il fait, bah, je sais pas. Par contre, tu vas lui dire, bon maintenant, on va imaginer que tu sois allé en vacances, par exemple, au Japon. Tu vas me les raconter, mais avant, tous, on va t'aider à avoir des idées sur le Japon. On y va. Japon, judo, aikido, kimono, Fujiyama, neige, Tokyo, Robotique, Pékin, technologie. robotique, technologie. Et lui, il arrive et invente ton histoire. Oui, alors j'étais au Japon et là j'ai vu un robot parce qu'il y a la technologie japonaise. Donc il va avoir les mots. Il va avoir le champ lexical et le champ sémantique pour pouvoir parler. Et du coup, il va s'apercevoir que les choses arrivent, viennent. Donc j'essaie vraiment de prendre quelqu'un qui n'a rien à dire. Parce que les jeunes, maintenant, c'est terrible. Tu leur dois raconter leurs vacances. Moi, je suis obligé de leur regarder GTA 4, de regarder FIFA 2022, parce qu'ils ont passé leurs vacances sur GTA 4. Ils disent, moi, j'ai rien fait pendant tes vacances. Si, t'as fait des jeux vidéo, vas-y, dis-le-moi. Ah oui, tu connais? Bah oui, je connais, vas-y, t'as fait quoi? Et dans GTA 4, t'étais quoi? T'avais quoi comme voiture? T'as pris une Cadillac, une Bentley, et t'étais voir les prostituées, c'est ça?
Est-ce que tu vendais de la drogue? Le gars, il me fait, ah ouais, ouais, ouais. Et même des fois, il me raconte des trucs japonais que je connais même pas. Des séries de mangas. Et là, ils ont des noms. Alors, j'ai été au pays des mangas. Alors, il y avait Yoku, Turdon. Ils sortent des noms que moi, je connais pas. Et du coup, ils peuvent commencer à parler au moins de leur univers. Bien Que sûr. souvent, ils parlent pas parce qu'ils disent, moi, je connais rien. Tout ce que je connais, c'est GTA 4. Tu vois. Alors que dans GTA 4, ils voient, ils découvrent plein de trucs. Il faut partir d'eux-mêmes. Partir d'eux-mêmes. Ouais. Ouais, de l'évidence de soi-même, comme tu disais Voilà. au début. Ouais, d'être dans l'évidence de soi-même. Voilà. J'aurais envie de te demander aussi, est-ce que tu choisis particulièrement des thèmes en improvisation? Ah ouais, alors les thèmes d'improvisation, si tu veux faire une bonne improvisation, ce qui est intéressant, c'est de créer des thèmes qui n'existent pas, pour surprendre. Donc D'accord. pour faire des thèmes qui n'existent pas, tu as deux méthodes. Tu as la première méthode, c'est tu fais un objet, un personnage, un lieu. La casserole de Napoléon en D'accord. Australie, tu vois. Je sais pas. Alors le mec il arrive, ouais alors, il y a le grognard qui est là, il n'a pas fini de cuire les œufs, le kangourou il a mis les œufs dans sa poche, il s'est barré. Hop, bon, déjà tu as une histoire Oui. un peu délirante. Et l'autre méthode c'est de mélanger deux clichés. Parce que le principe de la création, en fait, c'est un mélange de deux clichés. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tout ce que tu connais, c'est ton passé. C'est des choses que tu as appris ou des choses que tu as vécues. Donc on est dans le cliché au départ. Par contre, tu prends un cliché, c'est le principe de l'écriture automatique, des jeux d'écriture, c'est pareil. Toi, tu me dis, dis-moi un mot, par exemple, un mot. Anecdote? Anecdote, toi, un mot qui n'a rien à voir avec ça. Lettre. Lettre, d'accord? Une lettre anecdotique, thème. Voilà. C'est-à-dire, tu as deux clichés, anecdote, l'autre lettre, et tu mélanges les deux clichés, tu as une création. Je vois. Une lettre anecdotique. Alors là, c'est intéressant Oui. quand tu as deux équipes qui se rencontrent, parce que le public se dit qu'est-ce qu'ils vont trouver comme idée. Ouais. Ça ouvre les champs des possibles, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Et les deux peuvent se rencontrer, c'est ce qui est intéressant aussi dans les matchs d'improvisation au niveau de la structure. Je ne parle pas des points. Hein. J'avais pas fini de parler tout à l'heure des matchs. Des matchs d'impro. J'ai ouvert une charentaise et je l'ai pas refermée. Je reviens sur les matchs. Pourquoi Sinon, j'ai ce sera raté fait au montage. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors pourquoi donc le collège dans lequel on a proposé de faire un match, juste avant le match, il y en a qui ont dit non, non, j'y vais pas, parce qu'ils avaient peur de perdre. Le collège ici. Oui, c'est des collèges ici. D'accord. Et tous les collèges où on leur a proposé de faire un jeu d'improvisation, juste des exercices, tu vois, ils l'ont fait et ils étaient ravis parce que les gens se sont marrés, les gens les ont applaudis à la fin. Ils n'ont pas besoin d'étoiles, ils n'ont pas besoin d'être le premier. Simplement les rires et les applaudissements, à la fin quand tu les présentes, ça leur suffit. Ils sont très contents avec ça. Et par contre, c'est un peu notre société. Une société, ce que disait Albert Jacquard, un grand philosophe, qui était généticien d'ailleurs. Vous connaissez Albert Jacquard? Je vous regarde. Albert Jacquard, renseignez-vous. Et il avait dit une société qui veut fabriquer des gagnants fabrique surtout des perdants. Voilà. C'est-à-dire que tu regardes les Jeux Olympiques, on Bien applaudit sûr. tous les gagnants, mais on n'imagine pas le nombre de perdants qu'il y a, qui ont travaillé pendant des mois et qui sont cinquièmes sur le Mais du podium. moment qu'il y a de la compétition, il y a des perdants. C'est pour ça qu'on devrait juste encourager la collaboration. On Parce est bien qu'au final, d'accord. on est tous gagnants dans la collaboration. Voilà, on est bien Dans d'accord. la compétition, il y a. Voilà, Bien sûr. on est bien d'accord. Oui. C'était la fin de la charentaise? C'était la fin de la charentaise, voilà. C'est pour ça que j'aime bien l'idée pour travailler pour des professionnels, des spécialistes qui aient des jeux d'improvisation. J'en ai fait des matchs, mais au niveau éducatif, je trouve que dans les collèges, on toucherait beaucoup plus d'élèves si ce n'était pas des matchs C'est d'improvisation, ça. mais plus des spectacles d'improvisation. Je vois. J'en suis persuadé. Oui, Enfin, c'est pertinent. c'est ce que j'ai vu de mes yeux, quoi. Donc, voilà. J'ai vu de mes yeux, c'est un pléonasme, là. C'est ce que j'ai vu avec mes oreilles. Ouais, ça marche. C'était- Tiens, des anecdotes, on parlait tout à l'heure, c'est qu'au final, tu pourrais nous partager une anecdote un peu comique qui s'est produite en coulisses derrière le rideau. Bah, j'ai chié dans mon froc une fois, et je devais aller sur scène, c'était au printemps de Bourges. Tu devais pas trouver ça comique, par contre. Non, mais j'étais à poil avec juste une couche, normalement. Et juste avant de rentrer sur scène, putain, une gastro, une angoisse. À ce point, Ah, incroyable. une horreur. Ah, Et là, d'accord. t'es appelé sur scène, et tu viens de chier dans ton froc. Et ça va se voir. Je suis allé dans les toilettes, j'ai trouvé un autre tissu, je me suis nettoyé à toute allure, c'était une horreur.
C'était une horreur. Tu sais, des grands moments de solitude. Oui, bien sûr. Tu vois, et les mecs qui t'appelaient, mais qu'est-ce qu'il faut? On attend Gustave, il doit être sur scène, machin. Et j'étais en train de me nettoyer, j'avais les mains pleines de merde. Oh, le malaise. Ah ouais, après les toilettes qui marchaient pas, le robinet qui t'en mettait partout. L'horreur. L'horreur totale. Le grand moment d'angoisse. Ouais. Tu vois, J'imagine. et finalement, je suis arrivé sur scène avec un peu de retard. Je leur ai dit que je sais plus quoi. Et puis ça s'est bien passé. Mais tu veux une anecdote en coulisses? La voilà, celle-là. Je vois. Celle-là, elle est phénoménale. Voilà. Tu l'as déjà dit, c'est la première fois? C'est la première fois que je le dis. C'est la première fois Je que suis à tu un âge où on peut commencer à tout dire. Je vois. Non, c'est la seule fois que ça m'est arrivé. Hein. Après, j'ai pris mes précautions. Comment tu dirais l'art de l'improvisation a-t-elle influencé ta vie en dehors de la scène? Bah, j'ai commencé à faire des spectacles. Je sais pas, je jouais aux Cowboys aux Indiens, j'avais 8 ans chez moi. J'ai commencé à faire des petits spectacles, j'avais 12 ans quand j'étais à l'internat. Donc j'ai l'impression que c'est inhérent à moi-même. C'est pas quelque chose que j'ai choisi. Moi, je voulais être vétérinaire, avoir un parc. Tu vois, j'ai jamais D'accord. voulu être clown, entre guillemets. Mais j'étais clown. C'est-à-dire, je faisais des trucs, ça faisait rire. C'est une chance incroyable. Donc j'essaye d'aider des gens qui veulent. C'est que tu dirais être que clown. ta vie s'est formée pour l'improvisation plus que l'improvisation a formé ta vie. C'est un peu ça le truc. Tu avais déjà ça en toi. C'était seconde nature. Voilà, pas une seconde, c'était dans ma nature. C'était dans ta nature. Pourquoi? Parce que pareil, j'étais seul très jeune, j'étais dans un internat, j'étais le troisième d'une famille le plus petit, donc il fallait que je me fasse remarquer. Je suis arrivé, j'étais prématuré, donc je me trouvais moche, malingre, donc et j'étais là, j'existe. Et beaucoup de gens qui sont sur scène ont au départ une faille affective terrible qui les pousse à aller sur scène pour chercher un peu d'affection vers le plus grand nombre, parce ils ont l'impression de ne pas en avoir reçu assez. D'accord. Voilà, donc voilà, je suis un peu comme ça. Quoi. On en a tous, hein? Oui, On en tout le a monde a tous. des failles, mais Bien chacun sûr. trouve L'exutoire. l'exutoire. Voilà. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'improvisation théâtrale aujourd'hui? Eh ben, il faut trouver déjà un atelier près de chez toi, un stage, avec quelqu'un qui est bienveillant. Parce Toujours. qu'il faut que le professeur soit hyper bienveillant, il faut qu'il rigole avant que les gens soient drôles, ce que C'est j'expliquais première tout à l'heure. qualité, première qualité. Qu'il sourit, qu'il dise c'est bien, qu'il applaudisse, qu'il soit bienveillant. Quoi. Je vois. C'est Aragon qui disait cette très belle phrase, la critique ne doit être Ouais. qu'une pédagogie de l'enthousiasme. Pour moi, cette phrase, elle est, elle est au clocher de l'église de l'improvisation, on va dire. Donc la critique ne doit être qu'une pédagogie de l'enthousiasme. Donc tu vois, après, donc apprendre les règles de base, c'est-à-dire être face au public, parler fort, incarner des personnages, créer des émotions, dire oui quand tu joues à plusieurs, installer des histoires, enfin bon, tout ça, ça s'apprend. Mais tout ça prend du temps, mais ça s'apprend. Et puis après, tu as des gens qui sont plus ou moins doués. Mais c'est pas parce que tu n'es pas doué que tu peux pas y arriver. C'est-à-dire qu'au départ, tu peux être mal à l'aise, et puis un jour, tu découvres un personnage dans lequel tu vas être hyper à l'aise. Donc, moi, je dis à tout le monde, essayez. Oui, je Même vois. si vous êtes hyper timide, allez-y. Moi, j'ai vu des gens qui regardaient leurs chaussures, et un jour, ils trouvent un personnage. Oh, bah alors, putain, ils tombent bien dedans, là. Et puis après, ils font toutes les impros comme ça. Et du coup, après, comme ils sont à l'aise, ils se font applaudir Oui. comme ça. Bon, bah maintenant, je peux être normal, et pareil, ils vont être à l'aise. C'est-à-dire qu'il faut C'est qu'ils essayer. se découvrent. C'est qu'au final, Tu- t'essayes, 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 et il y a un donné, moment, vas tu te trouver. découvres. Ouais, je vois. Et donc j'ai mis en scène moi, plein de spectacles de gens qui n'avaient jamais fait. Au départ, les gens les voient, ouais, on sent que ça joue, ça surjoue. Puis un jour, la personne, le masque tombe, quoi. Mm. Et toi, il enlève son masque, et bon, maintenant je suis moi-même. Et là, waouh, ça fonctionne. Et ça a marché avec beaucoup Tu de l'as spectacles vu, tu qu'on l'as a. vu. Bah, je l'ai vu sans arrêt avec tous les spectacles qu'on fait. Parce que chaque année, on fait. Et c'est la récompense quand tu vois le C'est la gars qui récompense. regarde ses pieds Ah là. pendant 2 semaines et Et qu'après puis ça, tu après, dis pas, le gars s'est il parle libéré. fort, il fait rire tout le monde. Et c'est en permanence, j'ai ça, moi. C'est comme je fais dans les lycées, les écoles, les collèges, les SECPA, tu vois. prisons. Et puis et j'ai créé des exercices qui sont théâtralisés. Il y en a un que j'ai inventé qui s'appelle, c'est la photo mort. Ça leur permet de parler fort et de s'énerver. Donc deux émotions spectaculaires et fortes. Et qui ils sont obligés de sortir d'eux-mêmes. Et alors ça peut être, pour les adultes, on fait la photo mort, mais pour les enfants, ça peut être la faute à la caissière. Il y en a un qui arrive, et il dit, Ah, je qu'est-ce qui se comprends. passe? Ah, il est mort, là, là, mais j'attends. Et là, un autre qui arrive, mais vous bloquez le passage. Quoi, je bloque le passage? Mais moi j'attends, je suis le chauffeur du bus. Et chacun a un personnage. Et à chaque fois, le dernier, il arrive, il fait, alors c'est la faute à qui? Et tous, c'est la photo mort. Donc ils s'engueulent tous à la ligne. Donc il y a plein de petits duos, Oui. et à chaque fois, ils rechangent leur texte.
Et à chaque fois ça passe par eux, ils sont de plus en plus à l'aise. Et du coup, ils sont de plus en plus à l'aise dans leur duo. Mais comme le duo est au milieu des autres, ils sont moins gênés. Je fais souvent des trucs où ils sont très collectifs, où ils peuvent jouer sans qu'on... Tu vois, ils jouent mais au milieu des autres, donc ils sont beaucoup plus à l'aise pour jouer. Et après, dans la scène finale, ça les isole et toute la scène se fait et c'est hyper drôle, ça fonctionne à chaque fois. Je vois. Et c'est petit groupe de 10 au Et minimum. ça peut être un groupe de 10, Ouais. on peut le faire avec 15 même. Je vois. Des fois on l'a fait avec 15, c'était hyper drôle. Et après il se crée des personnages à partir de ça. Après on peut faire des pièces avec qui choisissent, on les écrit ensemble. Voilà, il y a plein de méthodes. Et ils font des spectacles pour leurs parents à la fin, quand c'est des élèves, ou pour les autres élèves, et à chaque fois ça marche bien. Je vois. C'est libérateur, j'imagine. Guad Impro, c'est le nom de l'association. Voilà. GWADIMPRO. Ouais. C'est l'improvisation en Guadeloupe, ça veut dire d'une part, et ça veut dire l'impro dans le sang. Parce que Guad, en breton, ça veut dire le sang. Moi-même, je suis d'origine bretonne. D'accord. Donc c'est à la fois breton et à la fois guadeloupéen. Je vois. Guad Impro. Guad Impro, ouais. Ouais, C'est l'atelier le de- sang de l'impro, ça veut dire, Je vois. en ok. breton. Parce que le mot improvisation n'existe pas en breton. Donc, donc maintenant, il existe. Bah oui, ils viennent nous voir, ils font un atelier d'improvisation avec nous. Après, s'il a un texte à préparer, on l'a fait avec plusieurs, ça s'appelle un coaching personnel. D'accord. Il y a des techniques de parler en public, il y a même des techniques de discours. D'accord. Par exemple, il y a une technique qui est très simple, je peux vous la donner tout de suite. Ça s'appelle les 5 règles du discours. C'est l'exorde, c'est-à-dire capter l'attention du public. Oui. Est-ce que vous m'écoutez bien? Tout le monde est là. C'est ce D'accord. que font les députés. Je remercie Madame Machin. Est-ce que la porte est fermée? Tout le monde est prêt? Très bien. Ça s'appelle l'exorde, c'est-à-dire Ok. que tu captes l'attention du public. Oui. Après, il y a la narration. Je ne vais pas commencer à vous parler du sujet, mais je voulais vous dire que déjà, quand j'étais petit, tu fais un truc personnel, D'accord. et là, ça touche les gens. Oui. Donc, ils vont être impliqués parce que tu fais une narration personnelle. Très bien. Ensuite, tu as l'argumentation. Là, Ok. je vais parler de l'improvisation, par exemple. Donc, moi, j'ai commencé l'improvisation quand j'étais petit, et je gigotais ma mère sur un truc. Tu vois, ça, c'est la narration. Après, l'argumentation, c'est tu dis, vous savez que les chiffres montrent que dans le collège, tous ceux qui ont pratiqué l'improvisation ont eu beaucoup moins de violence, ni verbale, ni physique. 25% de la violence scolaire a été baissée Oui, on avait vu ça au au Québec, Ouais. parce qu'ils pratiquent l'improvisation dans les écoles depuis longtemps. Ouais. Donc, tu argumentes. Après l'argumentation, tu as la réfutation. Bien sûr, vous allez me dire, oui, mais ça ne structure pas les élèves, parce que ça les pousse à raconter n'importe quoi, alors que la littérature, c'est beaucoup plus... oui, peut-être, mais au départ, vous savez que Molière improvisait, toutes les grandes pièces étaient improvisées au départ. Et c'est Goldoni, que je l'explique dans la conférence, Oui, j'ai entendu. qui voulait vendre les textes qu'il avait écrits, qui a imposé la littérature. Alors que dans l'improvisation, tu littérature. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que la dramaturgie vient de l'absence de choses trop attendues. Parce que ce qui est écrit, on est souvent dans le cliché. Donc l'improvisation s'associe au texte. Audiard, qui écrivait des super textes, il faisait des petits points. Pour Gabin, pour machin, il faisait des petits points pour qu'ils improvisent. D'accord. Ok. Les films les plus connus en France, Danny Boone faisait de l'impro. Tous les comiques actuels qui écrivent des textes, ils ont pratiqué l'impro. Jamel, machin, etc. Tous. Donc l'improvisation, c'est un plus. Après, quand tu fais un film, là j'ai fait 3 films, j'ai tourné 3 films, des séries, Oui. tu apprends bien ton texte hyper par cœur. C'est soit de l'improvisation, soit le hyper par cœur. Et une fois que tu sais ton texte hyper par cœur, tu l'improvises. Je vois, tu te l'appropries. Tu te l'appropries complètement et Bien tu sûr. l'improvises. Ouais. Mais il ne faut pas avoir à chercher son texte. Et les bons comédiens, ils font ça. Hein. Les écoles de théâtre en Angleterre, font 1 an d'improvisation avant de commencer le texte. Les écoles importantes. Je vois, d'accord, très bien. Les élèves, ils font 1 an d'impro Oui. et après ils abordent les textes. Ben, Ouais. c'est très. Passage Tu peux. obligé, Non, mais tu primaire. peux. En France, il y en a qui arrivent à faire du texte et qui font peu d'impro. Mais tu sens dans leur jeu qu'ils imitent des acteurs de théâtre. Je ne sais pas comment te dire, mais tu le sens un peu quand même. Moi, j'aime bien le stand-up. Hein. J'en pratique. Je pratique le stand-up aussi. Mais quand je disais tout à l'heure que je faisais aussi du visuel, c'est-à-dire le visuel, il reste beaucoup plus longtemps dans la tête des gens. C'est-à-dire la mémoire visuelle reste à vie. C'est le problème d'ailleurs des visuels à la télévision. C'est-à-dire qu'ils passent une fois à la télévision, il y a 18 millions de personnes qui les ont vus, ils ne vont pas aller les revoir. Alors que quelqu'un qui raconte 2-3 conneries, on dit il est drôle, on va aller le revoir. Tu vois? J'entends, d'accord. C'est pour ça que le texte passe beaucoup mieux à la télévision que le visuel. Alors pourtant c'est la télévision. Oui. Parce qu'en fait ils sont filmés en gros plan,
Alors si tu fais un truc visuel, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, le mec qui plonge en apnée dans une bassine avec des tampax dans le nez, déjà, bon, il y a une censure esthétique, on va dire, mais ou quand je fais la souffleuse, c'est des trucs qui sont bien visuellement, tu vas le voir une fois, ou chez Sébastien, tu vois, mais tu connais pas le mec qui l'a fait, le mec il est disparu. Tu vois, donne-moi le nom du type qui fait le petit bonhomme en mousse, du type qui jongle avec je sais pas quoi, que tout le monde l'a vu, le monde entier l'a vu, mais on connaît pas son nom. Par contre, le type qui vient et qui raconte 3 histoires drôles, tu vois, qui fait du texte, dès que j'ai fait du texte à la télé, j'ai eu du public dans la salle, dès que j'ai fait du visuel, tout le monde m'a regardé, mais personne n'est venu me voir. Je faisais des bulles géantes, tout ça, mais je suis tout petit en plus à la télé. Je vois. Tu es tout petit quand tu fais un truc visuel. La danse, par exemple, à la télé, c'est compliqué, quoi, à filmer tes. Tu vois. Donc, il y a un peu ce contexte structurel qui fait que les stand-up passent mieux, parce qu'on voit juste leur tête. C'est ça. Tu vois. Et après, il y a le côté, on va le voir en public parce qu'il s'amuse avec le public. Tu vois. Donc, ce qui est sympa, mais des fois c'est un peu limite, mais souvent moi j'aime bien. Hein, la plupart sont assez pertinents. Il y en a beaucoup grâce à Internet, quoi, toi. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, mais moi je suis la génération d'avant, donc je vais pas me remettre. Si les gens veulent voir des vidéos, ils viennent voir des vieilles vidéos. Je vais pas me mettre, passer ma journée. Je suis dans la forêt, je suis à la retraite, quoi. Alors, un humoriste que je regarde depuis peu, là, c'est Naïm, et je trouve pertinent le propos. Mais oui, mais il y en a plein. Ouais. Haroun, il est très drôle, Naïm, J'aime bien. Fabrice Eboué, il y en a plein qui sont très drôles. Hein. Artus, moi je regarde tous. Hein. Ils sont très drôles. Jérémy Ferrari, toute la bande, là. Très drôle, très drôle. Moi j'aime beaucoup. Moi je regarde beaucoup tous les comiques. Je Ouais, trouve mais, que, ouais, je trouve que les gens, artistes, musiciens, ont un pouvoir même sur la masse. Oui, oui. Et c'est vrai que j'en ai trouvé trop peu qui utilisaient leur pouvoir pour faire. Ah bah ceux qui ont du courage, tu les vois pas. C'est S'ils ça ont le même. courage de pas venir. Moi ça m'est arrivé. Hein. D'accord. Ils m'ont demandé de venir à une émission. Ils voulaient que je parle parce que mon père, allez, je peux en parler maintenant, mais mon père a perdu tout l'argent de ma famille dans les casinos. C'est pour ça que je me suis retrouvé à SDF à 17 ans dans une ville où je connaissais personne. C'est pour ça que je me suis retrouvé tout seul, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc il avait perdu tout l'argent dans les casinos. Et je jouais au casino de Paris. Donc il y a des mecs qui disaient ouais, j'aimerais bien que vous veniez parler de votre père qui a perdu tout l'argent de la famille dans les casinos, etc. Quoi? Ma mère était encore vivante. J'ai dit non, je ne peux pas parler de mon Mais père non. si ma mère est encore vivante. Je peux pas. Si, venez. Au dernier moment, non, on n'en parlera pas. Je viens au studio, prêt à tourner, me maquille et tout. Bon, on va quand même parler de votre père et tout. Ah non, 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 j'y vais pas. Ouais. Si on parle de mon père, j'y vais pas. Si, allez, on y va. Non, j'y vais pas. Bon, bah, on annule l'émission. On annule l'émission. Très bien. Je me suis barré. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui ont du courage, tu les vois pas. C'est ça même. Ouais, c'est bien dit. J'aime Les gens qui ont les l'anecdote. courage de refuser, tu les vois pas. C'est pour ça que c'est mis sur les Après, réseaux. il y a parce des qu'il gens après, il y a des gens qui vont reprocher d'avoir fait telle ou telle émission. Tu sais, il y a une phrase qui est très belle de Jean Rostand, qui était s'avilir en s'agrégeant ou s'annuler en s'isolant. Tu vois, souvent dans la vie, tu as le choix. Est-ce que je fais cette émission et je peux dire ce que j'ai à dire, mais je vais m'avilir parce que je participe à la comédie, ou est-ce que je m'isole, mais je participe pas à la comédie, mais je m'annule, ma voix ne compte plus. Tu vois. Et tu as toujours ce dilemme. Au final, tu as des humoristes que tu admires particulièrement, soit au passé, soit au présent. Oh, beaucoup. Plein. D'accord. Il y en a plein. Ouais. Je vois. Bon, la majorité me font rire, des connus. Et il y en a plein que je peux vous citer qui ne sont pas connus. Serge Papagali, qui est très très drôle. Un autre que j'ai vu l'autre jour qui s'appelle Diesel, je sais plus quoi. Bah, je sais plus, le problème, c'est que je sais plus leur nom, des gens qui sont plus drôles que ceux que j'ai cités. Mais comme on les voit pas régulièrement, on oublie un peu leur nom. Il y en a plein. Je vois. Allez au Festival d'Avignon, il y a plein de très bons comiques. Même dans tous les festivals, allez voir des comiques. Je vois. Parce que dans la salle, en plus, c'est pas pareil. Tu rigoles beaucoup plus, parce que le rire, c'est comme le bâillement, c'est communicatif. C'est comme le chant aussi, ça se Pareil, partage et voilà. ce que tu envoies, tu le reçois. Aller dans les spectacles vivants, Exact. ça n'a rien à voir avec la télé. Parce que comme tu as dit, tu as fait 80 pays. Ouais. C'est qu'au final, tout ça, ça enrichit en fait ton Oui, bagage. oui, C'est oui. comment ton improvisation a évolué avec tes voyages et ton expérience. Mon spectacle, au départ, je voulais voyager, donc je faisais des choses très visuelles. À l'intérieur de ça, j'étais obligé d'improviser dans des langues que je connaissais pas, donc c'était assez bizarre. Mais du coup, ça faisait rire. Parce que je plaçais des trucs en anglais, j'avais un accent français redoutable. En arabe, en indonésien, tchouf, choukran, tu vois. Anamanaraf shrabia, tu vois, je me rappelle des phrases que j'avais, des phrases clés, puis le reste c'était visuel. Corée du Sud, j'avais une traductrice qui traduisait toutes mes vannes, mais dès qu'il y avait une vanne de cul, elle n'osait pas la traduire, donc elle piquait un phare.
Et c'est drôle de faire un truc en français, d'entendre quelqu'un qui parle en coréen, Oui, et t'as le public qui rigole. je vois. Avec la vanne en J'imagine, coréen. j'imagine. Et t'es content, mais T'es pas sûr. avec un effet rebond, quoi. Et on avait travaillé toute la journée avec la traductrice de l'équipe de France de foot. D'accord. Pour qu'elle traduise bien ce que je voulais dire par rapport au visuel et tout ça. Donc tout ça c'est intéressant, mais j'ai appris surtout, par exemple, j'ai beaucoup appris de l'Afrique, parce que quand tu es dans les villages en Afrique, tu fais un tour de magie, les gens ils applaudissent pendant le tour de magie, tu vois. Tu fais du jonglage, ils applaudissent pendant le jonglage, ils t'aident à aller plus loin, ouais. Je vois. Et à la fin du salut, c'est fini, ils font rien. Du salut, ils n'ont pas à applaudir. Par contre, ils t'aident pendant, ils sont avec toi. Et ça, je l'ai appris et je le provoque maintenant. Je dis au public, c'est parce que vous rigolez que je vais être drôle, c'est pas, toi, ou c'est parce que vous applaudissez que l'artiste va être bon. Vous n'êtes pas là pour le juger, vous êtes là pour être avec lui et pour l'aider à être le meilleur possible. Parce que souvent les Parisiens, entre guillemets, certains Parisiens, je ne vais pas faire de généralité, sont là, on va le juger, tu vois, vas-y, montre-nous ce que tu sais faire. Tu vois, non, vas-y, ouais, super, ouais, vas-y, c'est bien, c'est bien. Et là, le mec, il est soutenu, quoi. Et ça, c'est important aussi. C'est qu'en un mot. La bienveillance. Exactement. En un mot, pour reprendre ce que tu disais, bienveillance. C'est qu'en tant que spectateur, tu viens là bienveillant au lieu Voilà. d'être dans l'attente Voilà. d'être. Et l'acteur doit le savoir, ça aussi. Tu vois, il arrive que les gens ne sont pas là pour le juger, ils sont bienveillants. Tu vois. Donc vas-y, amuse-toi. Amuse-toi, ils s'amuseront avec toi. Quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui en tant qu'humoriste qui est, comme je te disais, passé maître dans l'improvisation théâtrale? C'est quoi ta plus grande Ah, fierté? mes plus grandes fiertés, elles sont pas dans l'improvisation théâtrale. D'accord. Elles sont dans la vie personnelle? Bah, je vais dire les deux plus grandes fiertés, c'est que j'ai une maladie génétique qui s'appelle l'hémochromatose, Oui, maladie de fer. qui est pas connue et qui touche 20, il y a 20 000 morts par an, des gens qui meurent de cette maladie, mais ils ne le savent pas parce qu'ils meurent des conséquences de cette maladie. C'est-à-dire que tu as un excès de fer, et Oui. du coup, les conséquences de la maladie, c'est que tu as, du diabète, tu as une cirrhose du foie, tu as de l'arthrose, tu as des problèmes cardiaques, etc. Donc tu vas mourir à 55-60 ans d'une maladie qui est liée à ça. D'accord. Mais souvent, les gens ne savaient pas que c'était cette maladie. Donc 20 000 morts il y avait à l'époque. Et comme j'avais cette maladie, ils m'ont demandé, l'association de l'hémochromatose en France, ils n'avaient pas de budget, parce qu'aucune compagnie pharmaceutique veut mettre d'argent dans une maladie où le seul traitement c'est une saignée. Tu vas te faire saigner à l'hôpital, il n'y a pas de médicaments. Donc aucune boîte pharmaceutique est exact. intéressée à traiter la maladie. J'entends. Par contre, ils sont intéressés à traiter le diabète qui va arriver derrière, Oui. ou le problème cardiaque, etc. C'est bien. Je suis passé une fois au Téléthon, par la fenêtre, par un copain, comédien, qui m'a fait venir, où j'ai pu parler de la maladie. Le Téléthon, il dure quand même 48 heures. Et il est censé parler des maladies Bien sûr, génétiques. bien sûr. C'est une maladie génétique qui Oui. touche un Français sur 300, un Breton sur 150, un Irlandais sur 100. Et c'est considéré comme une maladie rare. Alors c'est pas rare. Un Français sur 300, moi j'appelle pas ça une maladie vraiment rare. Maladie génétique. Je passe au Téléthon, j'en parle pendant 5 minutes. L'année d'après, je dis, je pourrais revenir parler d'un... Non, vous en avez déjà parlé l'année dernière. J'ai rien contre les myopathes, ni l'association française de myopathie. Bien sûr. Mais quand on fait le Téléthon, les gens sont persuadés que c'est pour toutes les maladies génétiques. Et j'aimerais bien qu'ils parlent de toutes les maladies génétiques. Je suis d'accord. Donc c'est le deuxième point. Donc je trouve ça très bien le Téléthon, mais ce serait bien qu'on parle de cette maladie. Bien Donc sûr. j'en ai parlé de cette maladie. Oui. J'ai fait à mes frais une vidéo où je parlais de ma maladie, que j'ai montée avec les textes et tout, etc. Cette vidéo, on a réussi à la faire passer sur TF1, sur France 2, sur FR3. D'accord. Et il y a des mecs qui venaient me voir à la fin de mon spectacle et qui m'ont dit, vous avez sauvé mon père, vous avez sauvé ma mère. Et bien là, moi, ça c'est ma plus grosse La fierté. plus grande fierté. Voilà. J'entends. J'ai sauvé la vie des gens. Quoi. Oui. Tu peux pas faire mieux que sauver la vie des gens. Quoi. Voilà, ça c'est ma plus grosse fierté. Après tout le reste, je suis très content qu'il y ait beaucoup des acteurs connus qui aient commencé avec moi. Eric et Ramsey ont fait ma première partie. D'accord. J'ai lancé la plus grosse scène ouverte à Paris qui a lancé tout le monde, qui D'accord. s'appelle le Théâtre de Trévise. Mais ils auraient, à mon avis, été lancés autrement. Mais ça s'appelait le Field, c'est tous les dimanches soirs depuis 30 ans. Ok, Et ok. j'étais le parrain, c'est moi qui les ai amenés dans ce théâtre, le Théâtre de Trévise. Et c'est bon, donc je suis fier Bien sûr. d'avoir aidé à l'ascension de plein de gens, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir sauvé des vies. Quoi. Ben oui, avoir un humain qui te dit t'as changé ma vie. Mais Ouais, vraiment. c'est ça, voilà. Ouais, ouais. Tu m'as sauvé la vie. Quelles sont, à ton avis, les 5 compétences clés nécessaires pour réussir en improvisation? L'écoute, Ouais.
on va dire, la liberté d'expression, D'accord, c'est-à-dire l'écoute, la liberté se d'expression. sentir libre dans son expression. La répétition, c'est-à-dire accepter de ne pas lâcher le morceau, De pratiquer, de tu dis? pratiquer, Ouais, ouais, d'accord. comme tout, hein. Bien sûr. Tout comme ça. s'apprend, mais tout ça prend du temps. C'est ça même. Tout s'apprend, mais tout ça prend du temps, donc voilà. Savoir rire de soi-même et rire des autres, voilà. Les deux. Et prendre des risques. Essayer des accents. Ouais. Non, à la fin, ça fait 5, c'est ouais, très ça bien. fait 5. Ouais, excellent. Comment trouves-tu l'équilibre entre l'humour et le sérieux dans ta vie? Bah, j'ai la phrase de Beaumarchais qui me vient en tête qui dit je me presse de rire de tout, de peur d'avoir à en pleurer. Voilà. C'est Je me Beaumarchais, presse de rire de De tout tout. par peur. d'avoir à en pleurer. C'est que tu peux décrire un moment où tu as dû improviser rapidement pour sauver une situation in extremis? Oh, ça, c'est tout le temps. Ouais, j'imagine. Oh, T'as dû une improviser que je vais te pour- raconter quand même, pour parce qu'elle est trop sauver. drôle. Vas-y. J'étais au Rwanda. Au Rwanda même? En quelle année? Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ah, je regarde si c'est pas une urgence quand même. Je peux répondre, c'est peut-être une urgence. Vas-y, c'est. Je peux répondre. Allô? Oui? Oui, oui, c'est qui? Alors là, on va rigoler. Allô? Oui, Oui, ça tombe bien, vous êtes en direct sur France Inter. Et les auditeurs vous écoutent. C'est un cabinet d'astrologie. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? il aura des bonnes nouvelles. Ah, ça c'est bien. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles? Vous pouvez me dire quelles Vous sont avez les de bonnes... quoi noter, monsieur le procédure. Comment? Vous avez de quoi noter, je vais vous passer le numéro de l'astrologue. Ah, vous allez me donner le numéro de l'astrologue. Mais... Et vous le connaissez pas, vous? Non, Vous connaissez pas son numéro que vous allez me donner? oui, Oui, d'accord. Et comment s'appelle-t-il? Je le connais peut-être, parce que moi je suis un grand spécialiste de l'astrologie. merci. C'est incroyable. Comment ils peuvent appeler les gens? Tu te rends compte? T'es en train Ouais, de faire parce que- l'amour? Parce que les gens décrochent, hein? Ouais, non, Bien j'aurais- sûr. j'aurais pas dû. Pourquoi McDo existe? Parce que les gens y vont. Ouais, mais quand t'es artiste, tu peux avoir un contrat. Un mec qui t'appelle pour te dire, tu sais pas qui c'est. Tu sais, j'ai le numéro là. Alors, Je peux les rappeler quand je veux maintenant. T'es pas très bon astrologue, parce que moi j'étais presque certain que c'était eux. À cette heure-là, ils m'appellent aussi. C'est vrai? Ouais. C'est l'heure des astrologues, des astrologues, les spécialistes du désastre. Oui, c'est ça. Voilà, C'est que vas-y. t'avais fini ton anecdote sur improviser rapidement pour sauver une situation. Ah non, j'ai pas fini, elle est Ben bonne. non. Elle Allez. est énorme. Je ouais. t'écoute, on t'écoute. Alors j'arrive et je jouais, j'allais jouer au Burundi. Au Rwanda, tu m'as dit. Oui, mais j'allais jouer au Burundi, donc j'ai fait une escale au Rwanda et une autre escale en Ouganda. Ok. Parce que là, j'avais fait une grosse tournée en Afrique, donc il y a tout le pays. Et j'arrive en Ouganda pour jouer, donc je vais jouer à Kampala, dans la capitale de l'Ouganda. Et au moment où j'arrive, c'était après Amin Dada, c'était la guerre civile. Donc ça mitraillait dans les rues, à 6h couvre-feu, les mecs, hein, et je jouais à l'intérieur de l'ambassade, tu vois. Et donc, et j'étais le seul artiste qui avait joué avec le cirque de Pékin. Parce que le cirque de Pékin va partout, et l'Alliance française va partout. C'est les deux trucs qui vont partout, quels que soient les systèmes. Donc je joue là-bas, etc. On va à l'aéroport. En allant à l'aéroport, des gamins nous arrêtent sur la route avec des kalachnikovs, là. Des gamins 12 ans, toi. Ouais. Les yeux, tu sais que le gamin, il a déjà tué ses parents. C'est des enfants guerriers, comme tu les vois dans les films, c'est une horreur. Et il commence à dire, le chauffeur de la voiture diplomatique avec drapeau et tout. Hein. Le chauffeur, il tremblait, il était devenu gris. Nous, on était là, qu'est-ce que c'est? Mais sur le coup, on n'avait pas eu peur, on a eu peur après surtout. Et ils nous braquent avec eux, ils nous disent, vous avez des cigarettes? Alors en fait, ça veut dire vous avez de l'argent. C'est un code. Nous, on ne connaissait pas le code. Donc, finalement, on lui offre les cigarettes, tu vois. Je fais un petit tour avec la cigarette. Ah, Petit les tour de gamins. magie? Ouais, petit tour de magie. Tour de magie. Les gamins, ils rigolent, tu vois. Tu vois. Et puis on dit, on n'a rien, on va là-bas. Putain, ils nous laissent partir. Oh, putain, on a eu peur, parce qu'ils pouvaient nous tuer pareil. Vous voyez leur regard, ils nous auraient tués comme on écrasait une mouche. On arrive à l'aéroport, et là, le gros truc arrive à l'aéroport. Pareil, situation de guerre civile, donc tout le monde est tendu.
On arrive, ils ouvrent ma valise et dedans j'avais 3 quilles pour jongler, couleur argentée. D'accord. Les mecs qui reculent, il fait comment ça s'appelle, tu sais, des roquettes. Ah, It's rocket, it's rocket en anglais. It's rocket, ils reculent. Je fais non, 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 it's not rocket. Ils reculent et ils braquent leur flingue sur moi. Non, non, it's not rocket. Je les prends comme ça très vite et je les tire en l'air. It's not rocket. Du coup, ils ne pouvaient plus me tirer dessus. Parce que si je tombais, les roquettes explosaient. Non, non, it's not rocket, look, it's for jongling. Et je commence à jongler avec les roquettes. Tu vois, ouais, qui étaient quand même légères. Et là, les mecs, ils me voient jongler avec les roquettes. Alors, dans leur tête, c'est quoi ce mec, toi? Et à un moment, pour leur montrer que c'est pas des roquettes, je jongle, il fallait que je les lâche très vite avant qu'ils me tirent dessus. J'en prends une et je la jette par terre comme ça, et elle rebondit, bam, bam, et bam, non, it's not rocket, jongling, jongling. Et là, ils se mettent à se marrer, les mecs. Ils se marrent par terre, ils étaient morts de rire. Ah, sorry, we believe it was rocket, et tout. Ça, je crois que c'est la plus grosse anecdote que j'ai, quoi. Elle est énorme. T'as gardé contact? Non, non, non. Non, non, les pays en guerre civile, comme ça, j'en ai fait 2-3, oula, c'est trop chaud, quoi. Quelles sont les erreurs courantes que les débutants font en improvisation? Bah, ils parlent pas assez fort au départ, ça, très souvent ils arrivent, bonjour, ils parlent pas assez fort, ils sont pas face au public, ils se mettent dos au public sans s'en rendre compte. Alors il vaut mieux faire 3 fois le tour de la scène pour rester face au public qu'être dos au public, évidemment. Comme le ski, l'improvisation, il faut être toujours face à la scène. C'est les 2 premières erreurs. Après, les autres erreurs, c'est dire non à un autre. Oui. Non, 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 il faut toujours dire oui. On en a parlé au début. En impro, ouais. Donc la 3e erreur, c'est dire non, ou casser le truc, ou refuser, refus de jeu, quoi. L'autre, il te propose un truc, il fait non, non, j'aime pas ça, je m'en vais. L'improvisation, elle s'arrête, quoi. Après, c'est les erreurs après qui arrivent, c'est ceux qui ont excès de confiance, parce qu'ils sont pas très confiants, donc ils manquent d'écoute. Donc ils vont faire ce que je fais le plus. Manque d'écoute. Voilà. Donc ils vont parler, ils vont imposer leur truc, ils vont pas laisser parler les autres. Ça c'est quand même une erreur qui est assez fréquente aussi. Puis on le voit dans des gens au final qui sont timides, pour éviter qu'on voie Ouais. qu'ils sont timides, ils en vont toujours parler et ils Ah ouais. laisseront pas de blanc. Ou alors ils arrivent, ils sont blessés, ils font ah. Bon, ça va, on a vu que tu étais blessé. Tu fais ah, puis après t'arrêtes, quoi. Tu vois, parce que sinon le ah, il couvre la voix des autres, quoi. Tu vois, c'est des petites erreurs, ça. Après, il y a le non-respect des objets. Par exemple, il y a un type qui vient, il joue du piano, il se lève, l'autre il arrive, il traverse le piano. Tu sais, comme on fait du mime. Le non-respect des objets en mime fabriqués par les autres, par exemple, ça aussi, c'est des petites erreurs. Mais ça se corrige au fur et à mesure, en travaillant, quoi. As-tu, probablement, mais as-tu déjà eu des performances où tu n'étais pas satisfait du résultat du public ou de la mise en place? Ah bah oui, évidemment. J'ai eu la pire des choses qui puissent arriver, quoi. Sur scène? L'élection du doyen de la ville de Dunkerque. Le doyen, c'est-à-dire le mec le plus vieux de la ville de Dunkerque. Donc il y avait une salle de 300 personnes qui fin de repas, après 3 heures de repas, et le plus jeune, il devait avoir 85 ans. Le plus jeune. Donc j'arrive sur scène, je jongle à un moment, je jongle avec des torches, et il y a un mec qui arrive devant et qui me fait il y a des gens qui partent au fond, vous pouvez pas faire autre chose. Je suis en train de jongler avec des torches. Il y a des gens qui partent au fond. Il y a des gens qui partent au fond, vous pouvez pas faire autre chose. Alors là, je sais pas quoi faire. Mais si. J'éteins mes torches. Je dis, je vais faire un karaoké. Donc je fais venir une dame, il n'y en a pas. Une serveuse, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Tu vois, les faire jouer. La serveuse, elle vient, elle monte sur scène. Elle commence à dire, vous voulez chanter une chanson, tout le monde va reprendre. Tu vois, les chansons de l'époque. Oui. Les Laments de Saint-Jean, les vieilles chansons. Pour les vieux, quoi. Les très vieux, quoi. Et elle commence à chanter, le mec il revient. Vous la connaissez, elle est avec vous? Bah non, je fais un truc interactif, t'as pas. Non, 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 elle n'a pas le droit d'être sur scène, on vous a payé vous, hein. Le mec comme ça. Après, je fais remonter un autre mec pour faire venir faire un tour. Ah, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Je suis parti, j'ai même pas demandé mon cachet. Je vois. Le type il était trop bête. Et maintenant je trouve qu'il était bête, mais à l'époque j'avais honte. Tu vois, ça marchait pas parce qu'ils avaient 90 ans, et ce que je faisais, ils étaient le nez dans leur assiette, ils étaient en pleine digestion. Mais je le prends pour moi à chaque fois. C'est jamais la faute du public. Oui. C'est toujours la tienne. Et là, vraiment, je l'ai pris pour moi. Mais avec le recul, je me dis, c'était quand même un peu la faute du public. Mais j'ai un copain, il lui arrivait pire. Hein. Il arrive. Un copain humoriste aussi? Ouais. Il arrive, il y a une salle, et au milieu du spectacle, tout le monde se lève, tout le monde se barre. Sauf un qui reste au milieu. Alors lui, il s'arrête, il dit, pourquoi ils sont tous partis?
Ah, c'est l'heure du repas. Bah, et vous, pourquoi vous êtes resté? Ah, parce que moi, je suis puni. Voilà. Ah En ouais, des France, fois, t'as les publics, tu peux rien faire. Hein. C'était en France? Ouais, c'était en France. Ouais. Mais ça peut être partout. Hein. Dans un EHPAD avec des gens subclaquants, les pauvres. En plus, ils sont sous médoc. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux danser du ventre, à poil, jongler avec des torches. Je jongle avec des torches. Quoi. Faites autre chose, il y en a qui partent, évidemment. Tu as déjà été touché par le stress ou l'anxiété avant une Ah performance? bah oui, bah oui. Ouais. Ouais, bah oui. Je vois. Je sais plus qui disait, mais ça peut être une nana qui te plaît, ça peut être un animateur que tu veux séduire, ça peut être un bar et tu te dis les mecs ils vont parler pendant le spectacle, il va y avoir du conflit parce que je pourrais pas les faire taire, du coup les autres vont se mettre à parler au fond, ça peut être, tu joues pour la première fois, je sais pas, en Afrique, tu as 5000 personnes dans la rue, tu vois. C'est qu'au final, comment tu Là, gères, ici j'ai fait la première partie de Jamel. Oui. T'as 3000 personnes qui venaient voir Jamel Oui. en Guadeloupe. T'as un vieux blanc qui arrive en première partie que les gens connaissent pas beaucoup ou pas. Voilà. Mais ça cartonnait à chaque fois. Donc, mais j'ai eu le trac, quoi. Et comment tu le gères, le stress ou l'anxiété? C'était un peu ça Tu la le gères, question. tu le gères comme tu peux le gérer. T'as le stress, tu te prépares, tu t'habilles, tu dis qu'est-ce que je vais dire en arrivant, la première phrase. Et moi, je me dis. C'est que tu revisualises un peu Et ce que puis, tu veux dire. et puis, je me dis surtout, j'aime les gens m'aiment, ça va bien se passer. Je Tu vois. vois. C'est que pensée positive. Puis ouais. j'ai appris à faire des trucs, je sais jongler, les tours de magie ils marchent, tu vois. Quand je fais des effets visuels, ça me servait à ça, c'était pas que du texte, quoi. Mhm. Je me disais, au moins, ils ont vu un mec qui sait. Je le disais, je jonglais, au moins vous direz, il sait faire quelque chose, quoi. Tu vois. Parce que c'est vrai, des fois, tu arrives avec juste le texte, bonjour. Tu vois. C'est que là, tu nous as parlé un peu que tu avais fait la première de Jamel. Tu pourrais nous expliquer Et il avait fait ma première partie il y a 30 ans surtout. Ah, Les il deux. avait fait ta première partie Oui, il y a parce 30 ans, il t'a qu'au fait la- Trévis, je suis le parrain de la scène ouverte Oui. du Trévis. D'accord. Et c'est là qu'il s'est lancé, tu dis. Ouais, il avait joué au Trévis. D'accord. Et puis il a lancé plein de gens, lui. Après, il a fait Le Comedy Comedy Club. ouais. Ouais. C'est que tu pourrais nous parler d'une collaboration mémorable que tu as eue avec un autre humoriste? Bah déjà, avec Jamel, on a fait un truc super. Allez. Quand il est venu ici, je l'ai appelé. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux donner, les places, c'était à 60 € quand même, hein, ou 50 € Pour la Guadeloupe? pour la Guadeloupe. Mais Ouais. c'est pas lié à lui, hein, c'est lié au producteur local. D'accord. Et lui, tu peux me donner quelques places pour les élèves qui font de l'impro dans les collèges? Oui, Il me dit d'accord, il m'a filé 120 places. très bien. Et donc j'avais des places, Oui. t'imagines, que je devais dispatcher à 5 collèges dans lesquels j'intervenais. Oui. Et on a réussi à les dispatcher. Et je lui ai dit, ce qui ferait hyper plaisir aux élèves, c'est que tu leur accordes une séance de 2 heures d'impro avec eux. Il m'a dit oui. Mais je ne peux pas me déplacer parce que je suis en tournée. Donc moi, avec l'association, on a loué la salle, la grande salle de son hôtel, qui s'appelle l'hôtel de la Vieille Tour, D'accord. en Grande Terre. J'ai pris rendez-vous avec lui. Et il est venu, il est resté 2 heures avec tous les élèves à faire des impros. J'ai des photos et tout. Tu le vois dans le reportage que je te montrerai. Dans le reportage à la fin, et il m'a fait faire sa première partie. D'accord. Alors qu'il a dit aux Guadeloupéens, je veux que ce soit Gustave qui fasse ma première partie, évidemment. Du coup, j'ai fait sa première partie, ça a cartonné, tout ça. Et là, cette année-là, il est revenu avec le Jamel Comedy Club, et il a fait un truc super drôle, déjà en créole, il avait travaillé, Ah, c'était bien. bien. Et au milieu, il s'arrête. Moi, j'étais dans la salle, ça m'a touché. Il s'arrête au milieu, et il fait, si vous aussi, vous voulez faire de l'impro comme... ou monter sur scène, il y a un mec en Guadeloupe qu'il faut absolument que vous contactiez, c'est Gustave Parking, je vais vous donner son numéro de téléphone, et il a répété 3 fois son numéro de téléphone, le mien, au public, pour ceux qui veulent faire de l'impro, qui m'appellent. Et il y a des mecs qui m'ont appelé, Je vois. pour faire des stages avec moi et tout, Bon, on, grâce va, à Jamel. on va en profiter. Ah, il est sympa. On va en profiter pour présenter le livre. Ah oui, le Mais livre. Voilà. Ou alors j'écris j'écris un livre, parce que en fait ici on Qui fait... s'appelle Ma Bible laïque. Alors j'explique pourquoi. Ça s'appelle Ma Bible laïque. Parce que dans les hôtels, ici on fait chambre d'hôte. Vous allez sur Airbnb. Airbnb, ouais. Et Casa Park, je pense. Ça s'appelle Room Royal Casa Park. Room Royal Casa Park. Et vous pouvez venir, c'est pas très cher. Mais on n'a qu'une chambre parce qu'on ne veut pas en abuser. On n'est pas tout le temps disponible parce qu'on aime bien être aussi chez nous. Mais quand on a un peu de liberté, vous pouvez venir à la maison. Si vous réservez à l'avance, il n'y a pas de problème. Et dans les hôtels où je suis allé toute ma vie, il y a toujours une Bible. Ouais, exact. Pourquoi ils font du prosélytisme, tu Genre. vois? Donc les gens ils viennent chez moi, je vais me faire une Bible pour Laïque. chez moi aussi. Avec tous les textes que j'ai écrits, c'est des petits textes.
Et j'ai pris surtout les textes moraux, comme dans une Bible. Moins les jeux de mots, mais par exemple, la mort, c'est le meilleur moment de la vie. C'est pour ça qu'il est préférable de le garder pour la fin. Tu vois, c'est des phrases un peu morales. Réflexion. Et là, des réflexions. Et en plus, il y a un glossaire au début. Et ça s'appelle Ma Bible laïque, Mon Coran alternatif, Mon Bouddha pesanteur, Ma Torah raison, Et Mon Vishnu la paix. Voilà. C'est une Bible pour les gens qui sont soit agnostiques, soit religieux et ouverts d'esprit, soit athées. Voilà. Mais c'est ma Bible à moi. Voilà. Et je m'en sers dès que j'ai un problème. Je regarde, par exemple, passe-le-moi, tiens. Allez. Passe-le-moi. Un Je vais exemple. regarder, par exemple, alors au départ il y a un glossaire, voilà, alors j'explique. Alors il y a amitié, amour, argent, autrui, beauté, bonheur. Alors là on va regarder, on est sur il y a un film, on va regarder, on est sur Showbiz par exemple là. Genre Showbiz, page 135. Donc Showbiz 135, je fais 135, et là il y a des phrases sur le Showbiz. Voilà. Être connu, c'est être reconnu par des gens qui ne te connaissent pas et que tu ne connais pas. C'est intéressant. Ouais. Tout le monde a un truc à dire, mais ceux qui gardent le micro en vivent. C'est ça? Voilà. On ne connaît jamais la vie de ceux que l'on envie. C'est vrai. C'est-à-dire que tu as envie des Bien gens, sûr. mais tu ne connais pas sa vie. Peut-être qu'il a un Exactement. cancer de la prostate et que toi tu es là, j'aimerais bien être lui. Voilà. Jamais. Dans les médias, la barbe se porte à 3 jours, les seins se portent refaits et les traits poudrés. Ah là là. Non, parce qu'il faut savoir que dans les médias, la majorité des gens, ils ont de la poudre. Ouais. Alors, ils font des reportages où ils interviewent les gens dans la rue. Les gens dans la rue sont tout rouges, ils sont en sueur, machin. Par contre, le mec dans le studio, et ils disent, on est honnête. Non, sois honnête. sûr. Si t'es rouge, tu transpires, tu transpires. Et ils sont poudrés. Non, mais après, ça crée des allergies et tout. Avec la crème. Il y a du maquillage, quoi. Bien sûr. Et le journaliste, il fait arrête de faire du théâtre, fais du journalisme. C'est du cinéma même. C'est du cinéma, Tu vois, c'est comme tu absorbes, tu vois, tu es une éponge, et après, tu te presses sur scène pour décompresser. Tu vois, tu joues au con, tu es pressé, tu décompresses, ça fait rire les autres, parce qu'eux, ils s'identifient à toi, parce que le rire, c'est la plus agréable défense contre la vérité. C'est-à-dire, tout ce que tu fais sur scène, c'est-à-dire, tu te moques de la mort, eux, ils pensent à leur propre mort, tu vois, qui les angoisse, et du coup, ça les... Ah bah, pour ça que la majorité des comiques, maintenant, ils arrivent sur scène en disant, je suis déprimé, j'ai un cancer en phase terminale, ils parlent de leur drame. Du coup, ça dédramatise. C'est comme un beau paysage, ça te sort de toi-même. Puisque tu vois quelqu'un de plus malheureux que toi et qui en rigole. Donc toi, ça t'oblige à rigoler de toi-même aussi. Théâtre à la maison. Oui. Après, dans un internat, j'ai mis en scène, j'étais en 4e, je crois, un spectacle que j'avais écrit, D'accord. qui s'appelait Tant qu'il y a de la vie, il y a de la poire. Il y avait 12 comédiens sur scène et j'étais le premier à mourir. Comme ça, comme je mourais, je pouvais souffler aux autres le texte que j'avais écrit. Après, je me suis retrouvé dans la merde, puisque mes parents sont barrés, seuls dans la rue. J'étais obligé de faire des spectacles de rue pour vivre. D'accord. Donc je faisais des spectacles de rue avec du visuel, tout ça, pour faire la manche à la sortie du restaurant universitaire, pour avoir un ticket de restaurant universitaire. Et en même temps, je faisais du théâtre expérimental, mais on avait été trop loin dans le théâtre expérimental. On s'était retrouvés tous à poil et on avait fait une partouze. Et le mec, il avait dit, vous avez dépassé le théâtre. Donc on avait arrêté le théâtre expérimental. Et après, j'ai mélangé les deux. J'ai dit, je continue mes spectacles de rue avec du jonglage, de la magie, interaction avec le public, Oui. mais je vais faire des images fortes. Alors, j'étais à Beaubourg, et là, j'ai commencé à faire, d'un côté, un théâtre expérimental, où je sortais avec un masque à gaz, des grilles de Beaubourg. Comme je souffrais de cette solitude que j'avais eue, d'une forme de dépression, je me défoulais de cette dépression sur le public. Après, j'étais à moitié nu, je me tirais dessus avec un arc, avec une flèche, avec des musiques truc fort, quoi. Donc il y a les gens qui trouvaient ça très, très fort, il y en a plein qui étaient choqués, les autres qui me donnaient des billets parce qu'ils trouvaient ça génial. Et du coup, moi, ça me défoulait de mon agressivité vis-à-vis du public, et je pouvais faire un spectacle de clown à côté, interactif, drôle, et là tout le monde donnait des sous, tu vois. Et après, en salle, j'ai mélangé les deux. Le théâtre fort, interactif, fort, où j'exprimais une émotion forte, où je me défoulais de mon agressivité sur les gens, et je mélangeais avec un truc interactif, rigolo, déconneur, tu vois. Il y a un élément déclencheur dans ta vie qui a fait Ça a fait basculer, mon style, hein, qui a, ça. qui a Ouais. créé ton style, mais qui a basculé côté professionnel. Ah oui, Parce qu'au final, au début, tu le faisais un peu alimentaire, tu me dis obligation, pas le choix de le faire. bah, Et bah, quand ce qui a, est-ce que ce qui a débloqué, c'est des professionnels dès le début, parce que quand j'ai fait la manche, Oui. alors je vais te dire, c'était très vite, donc j'étais dans la merde, je faisais ma manche à la sortie du restaurant universitaire, blablabla, et là,
je dormais dans les couloirs chez des gens, j'étais SDF, mes parents s'étaient barrés, j'avais pas d'argent, voilà. Et je connaissais personne, je venais d'arriver à Rennes, je connaissais personne dans la ville. Et j'arrive chez moi et je vois, j'ai raconté un truc, je vois ma copine avec mon meilleur copain au lit. Et je fais du théâtre avec eux, donc je pouvais plus faire de théâtre expérimental, du coup, à cause de ça aussi. Donc je fais une mini-dépression, je vais pas bien du tout, et je sors de cette dépression, et je vais dans la rue, là, et je fais 2-3 tours de magie, un peu de théâtre, j'avais plus rien à perdre. Hein, tu vois, donc, C'est ça, c'est ça. c'est un peu l'idée quand tu es au bout de la dépression, tu n'as plus rien à perdre, Oui. et faut pas mourir, parce que tu t'aperçois, alors maintenant, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie après d'être un suicidaire, mais à chaque fois que je suis suicidaire, j'écris, ben avant de mourir, je vais faire quand même un saut en parachute, puisque j'ai plus rien à perdre. Et à partir du moment où tu fais ton saut en parachute, là tu reprends goût à la vie en général. Mais si un jour vous voulez mourir, allez faire d'abord un saut en parachute. Ou faire un truc fort, tu vois, où justement, comme tu n'as pas peur de mourir, tu vas pas avoir peur de le faire. Donc j'avais plus rien à perdre, donc je vais dans la rue, et je fais la manche, et ça marche un peu, ça marchouille, etc. Mais pas beaucoup, ça ne me permet pas de survivre. Et du coup, je me mets avec un copain et on monte un petit spectacle pour enfants. Et avant de le jouer, on fait la pub. Et on envoie ça dans les écoles. Il y a des écoles qui disent oui. Alors tout était faux. Hein. On n'avait pas fait le spectacle. Bah ouais, on n'allait pas faire un spectacle et pas le vendre. Alors on avait vendu un spectacle, mais il y en a beaucoup qui font ça. Hein. Oui, j'entends. Donc on a vendu le spectacle, mais par contre, quand on a eu le contrat et qu'on l'a signé, là on a bossé là. Ouais. Et là on l'a fait. Et ça a bien marché. Donc on en a fait un ou deux. Et on avait monté un petit spectacle pour enfants. Mais l'été, il n'y a plus rien. Alors on dit, on va aller jouer dans la rue. Donc on fait la meilleure partie de notre petit spectacle pour enfants dans la rue. On joue à deux, on fait la manche, pas grand-chose. On refait la manche, pas grand-chose. Un jour, mon copain, il me fait, je suis malade, je peux pas venir. Du coup, je me dis, bon, je vais y aller tout seul. Et là, je joue tout seul à Saint-Malo l'été. Et du jour au lendemain, je gagne en une manche ce que je gagnais en un mois. C'est-à-dire, en une manche, je me fais 100 euros, on va dire. Oui. 100 euros en un quart d'heure. Puis j'étais dans la misère, dans la merde. Donc je reprends tout de suite après. Bien sûr, bien sûr. Un quart d'heure, 100 euros. Un quart d'heure, 100 euros. 300 euros. Oh, merci bon Dieu. Mais là, j'avais 19 ans. Ouais. Jackpot. Mais c'est... Mon copain, il revient. Je dis, super, on va jouer à deux, ça va marcher. Non, ça marche pas. À deux, ça marchait pas. On n'a pas compris. Les gens, ils donnaient pas. Il va rejouer plus loin. Lui, il marche moyen. Moi, je continue à cartonner. Ça marchait tout seul. J'étais triste pour lui. Et c'est lui qui a dit non, vas-y tout seul, ça marche. On dit tout seul dès que je suis là. Il a continué après, lui. Mais ça marchait mieux quand j'étais tout seul. Je sais pas pourquoi. Donc ça a marché, ça a marché, ça a marché. Et là, je suis rentré tout de suite dans une agence de voyage. Et j'avais 18 ans par là. Et je dis, je voudrais un billet d'avion le plus loin et le moins cher possible. Parce que j'avais lu Boris Vian. Je ne voudrais pas crever sans avoir vu les singes à cul rouge du Mexique. Et mon rêve, c'était l'arrière de la couverture de Tintin, où tu le vois partout dans le monde entier, tu vois. J'ai qu'une vie, il faut que je vois le monde. Bien sûr. Donc je rentre dans l'agence de voyage, je dis le plus loin. Notamment un billet Amsterdam-Bangkok, qui part dans un mois, par la Bangladesh Biman, la compagnie aérienne du Bangladesh. Je prends, tout de suite, tu vois. Et un mois après, je suis parti. Alors je suis allé à Beaubourg, ça continue à marcher. Et après, je suis parti en Asie, avec mon billet, et j'ai fait la Manche en Thaïlande. Je suis arrivé au Bangladesh, il fallait pousser l'autobus, enfin c'était l'aventure après. Après je suis resté 6 mois en Asie. À un moment j'étais à 2 mois de la France. C'est-à-dire qu'à l'époque il n'y avait pas le téléphone portable, il n'y avait pas la carte bleue. Donc j'étais à Sumatra, pour rentrer en France il me fallait 2 mois. Il fallait prendre 3 bus, un bateau. En Indonésie ? Ouais. Il fallait prendre 3 bus, un bateau, remonter toute la Malaisie, remonter en stop, remonter en train toute la Thaïlande, attendre mon vol retour, parce que j'avais pas d'argent, plus que ça, quoi. Et donc, mais j'ai quand même réussi à survivre là-bas, vachement bien, parce que j'ai fait la Manche à Kuala Lumpur. Et là, j'ai fait la première partie de combat de buffle à Sumatra, j'ai fait la Manche à Kuala Lumpur dans les festivals de trance, mais c'était incroyable.
J'ai passé 6 mois d'aventure totale qu'on peut plus vivre maintenant, quoi. Et puis t'as pas de photos, vidéos de ça, j'imagine. Alors le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas les portables, ça. les machins. C'est ça. Et puis j'étais seul. J'ai jamais été seul pendant le voyage. Parce que t'es moins seul en Asie qu'à Paris. Bien sûr, bien sûr. Parce que t'es un blanc en Asie, t'as le premier blanc Oui. qui est là, d'où tu viens, Oui, salut. évidemment. T'es beaucoup moins seul qu'à Paris, tu vois. Où les gens t'ignorent continuellement. Voilà. Pour être seul, tu es seul au milieu de la foule. Quand t'es dans le désert, t'es perdu, ça n'a rien à voir. Tu vois. Et du coup, en Asie, je me suis éclaté. Par contre, je suis revenu en France. Alors, je suis revenu en France déjà. L'idée, je pouvais cartonner en Asie, personne ne connaît Singapour, Sumatra, je peux me montrer à poil dans toute l'Europe, c'est pas grave, personne ne le verra à Sumatra. Tu vois, j'avais déjà beaucoup moins honte. Quand tu voyages, tu as beaucoup Tu prends de moins. la distance avec toi-même, genre. Bah, ton pays ou l'endroit où tu es, c'est plus le centre du monde. C'est ça. Donc tu t'es excentré, donc tu es beaucoup plus libre. Exact. Tu vois, que la réputation, tu sais, plus tu es connu, plus le singe est élevé, plus on voit son cul pelé. C'est un proverbe chinois, tu vois. C'est-à-dire que quand tu es connu et que tu as un dossier sur toi, c'est foutu, quoi. Donc, je suis revenu à Paris, et là, à Paris, rien n'avait changé. Pendant 6 mois, j'ai vécu des trucs incroyables, Exact. et moi, tu arrives, et les mecs, non, rien n'a changé. C'est horrible. Alors que toi, t'as vécu. Tu as vécu 1000 choses, quoi, Ouais, tu vois, exact. des paysages, des aventures, et tu as l'impression. Et tu es revenu en te disant, putain, que devient Paris? Parce que personne m'en parlait, personne ne connaissait Paris. Les mecs de la France, ils ne connaissaient pas quand j'étais à Sumatra. Tu vois, même j'ai vu en Amérique du Sud, quand j'y suis allé, des gens. La France, je ne connais pas. Ça étonne beaucoup de Français, parce qu'on est tous ethnocentrés. Qui connaît Timor ici? Il y a 10 millions d'habitants à Timor, c'est en Indonésie. Qui connaît? Ne connaît pas ni la ville, ni à quoi ça ressemble. Ne connaît rien de Timor. Il y a 10 millions d'habitants. Tu demandes aux gens, l'Azerbaïdjan, qu'est-ce que tu connais de l'Azerbaïdjan? Kazakhstan. Super grand pays. Tu vois, la France, c'est 1% de la population mondiale. Et tu connais la ville au monde où on parle le plus le français? C'est pas Paris, c'est Kinshasa. Il y a plus de francophones à Kinshasa qu'à Paris. C'est étonnant, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Par contre, la France a un rayonnement, malgré ces 1%. Ouais, alors aujourd'hui, tu dirais, comment utilises-tu les réseaux sociaux pour promouvoir un peu. Oh là 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 là, me parle pas de ça. Non? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, et aujourd'hui, il y a. ouais, mais C'était tout un virage à prendre. C'est un virage que j'ai pas su prendre parce Je que vois. je suis dans le quotidien, je suis en Guadeloupe, j'ai un voilier, on fait de la voile avec des amis, je protège la nature, je fais de l'impro. Oui. Donc le seul truc, et je prie de m'excuser, les gens qui me suivent, s'il y en a, c'est que dès que je fais un spectacle, j'envoie mes pubs sur Facebook, je suis encore là-dessus, Je vois. un peu de pub sur Twitter, un peu sur WhatsApp, mais je suis nul en... J'ai pas un spécialiste, parce qu'une fois j'ai eu un spécialiste qui s'en occupait pour moi. Et je me retrouve avec une nana, une soirée, ah alors tu m'as invité à la soirée, l'autre il avait invité, Ah, ton nom. à mon nom, Ah, je vois. il a invité une nana à une soirée à mon nom. Donc j'ai pas, je m'étais pas, il avait oublié de l'effacer, enfin je sais pas quoi. Bon. Et donc j'ai personne qui parle pour moi, donc si vous m'envoyez un truc sur Facebook, si je vous réponds pas, c'est que c'est vraiment mon Facebook. Et si je vous réponds, c'est que c'est moi qui vous réponds. Voilà. Et pareil pour WhatsApp. Voilà. Et t'aimerais développer un peu ta présence sur les réseaux sociaux? Bah malgré, oui, j'ai des choses à dire. Donc Bien comme sûr. tout le monde, j'ai envie de le dire à un plus grand nombre de personnes, c'est Merci. évident. Mais je suis un peu, j'avoue, je suis un peu flemmard par rapport à ça, quoi. Ouais. Je suis un peu, comment on dit, flemmard, quoi. Ouais, parce que moi j'ai Non, lancé. après, il faut que j'invite plein de gens avec un seul doigt. J'ai 5000 personnes qui, à un moment, comme amis sur Facebook. Il fallait que je les invite un par un. Je m'arrêtais à la lettre D. Et puis, en plus, j'étais opéré des doigts, là, en fait. J'ai eu un problème de canal carpien. Donc, voilà, en plus. La fille d'un copain qui me propose de m'aider, là. Qui va D'accord. m'aider quand je vais aller à Paris, là. Ouais. Je dois la voir et je vais réfléchir avec elle. Très bien. Voilà. On s'en reparle. Et on s'en reparle. Comment vois-tu l'évolution de l'improvisation théâtrale dans le monde francophone? Bah, moi, je voudrais qu'elle se développe dans le sens vraiment plus l'improvisation théâtrale pour tous. Parce qu'il y a un truc que je voudrais dire aussi qui est un peu gênant. Vas-y. C'est que il y a des très, très bons improvisateurs. Ils se mettent ensemble, ils font des spectacles. Oui. Du coup, les gens, ils viennent, ils font « Oh là là, moi, je pourrais jamais faire ça. » Et ça dissuade un peu, tu vois. Décourage. C'est comme, tu vas voir un marathon, les gens, ils vont dire « Oh non, non, moi, je vais pas faire une course. » Et parce que les gens, ils pensent que l'improvisation théâtrale, c'est que des matchs d'improvisation. Donc, ils n'ont pas envie de perdre, Oui. ils n'ont pas envie d'être mal vus. Ouais. Alors moi, je conseille aux gens de faire de l'improvisation théâtrale pour tous. Il y en a dans les écoles de théâtre.
dans les collèges. Et là, ce que j'aimerais, c'est que l'État participe à ça. C'est-à-dire, fasse comme il devrait faire des chorales. Il y a un mec qui avait proposé ça dans toutes les écoles, faire des chorales, pour que les enfants chantent ensemble. J'adore, Tout le monde. j'adore. Tout le monde l'adore, mais ils ne le font pas. Tout le monde devrait faire de l'improvisation théâtrale, mais ils ne le font pas. Ce seraient les deux choses qui font que les gens chantent en commun, Bien sûr. et deux, qu'ils apprennent à communiquer en réel ensemble, et qu'ils arrêtent de scroller et d'apprendre des choses. Parce que l'improvisation théâtrale, tu es obligé de savoir les choses. Tu ne peux pas prendre ton téléphone et attends, je vais te donner la réponse. Tu es obligé de les savoir. Si tu veux être bon en improvisation théâtrale, tu es obligé d'étudier un peu, de connaître les sujets. Et tu fais des champs sémantiques, des champs lexicaux, Exact. et donc tu apprends les univers, tu apprends les mots, tu désignes les choses. Et mal désigner les choses, comme le disait Albert Camus, c'est rajouter du malheur au monde. C'est Albert Camus qui avait dit ça. Mal désigner les choses, c'est rajouter du malheur au monde. Et je répète, je fais un peu comme Lucchini, il répète les belles phrases comme ça. J'aime bien aussi. Ouais, ouais, j'aime bien. Et voilà. Voilà, c'est quand tu sais plus quoi dire. On peut faire une pause Bon montage. et je mange un morceau. Allez, Allez. Pour tout le monde là. Vas-y. allez. C'est qu'au final, on fait le tour un peu de la vie de Gustave. Oui. C'est qu'on a le livre Ma Bible Lake. On a le théâtre Guadimpro que tu as créé. Oui. On a le gîte Casapar pour les touristes intéressés. On a aussi la conférence TEDx en 2015 que tu as fait sur l'improvisation théâtrale, Oui. qui a ramassé presque 150 000 vues sur YouTube. Ouais. On a eu l'occasion là, de faire de belles récoltes. Et c'est vrai que je suis assez content, on partagerait ça avec la communauté. On a récolté des belles bananes. Des avocats là qui vont arriver, des maracujas, des barbadines. Il y a du café là-bas, hein. J'en ai déjà fait. Hein. À un moment j'ai fait du miel, mais il y a eu un cyclone qui a fait tomber mes ruches. Et après j'étais blessé, je ne pouvais plus m'en occuper. J'ai eu 30 kilos de miel. C'est trop bien ça. Ouais, c'est J'aimerais la bien en richesse, remettre les ruches. Si quelqu'un pouvait s'en occuper. J'ai un copain qui a encore mes ruches. Il a juste à les installer, aller chercher un essaim. Ben, comme tu avais un poulailler en bas et on a remis Voilà. quelques poules. Là. Ouais, très bien. Merci. Donc on a des poules, des œufs frais tous les jours. On est très contents. Toujours mon ânesse hein, en haut à la montagne et tu m'as dit que tu avais des ânes aussi à Oui, l'époque. on en a eu 6 des ânes ici. Sur le terrain. Ouais, mais le problème c'est qu'ils tassaient le terrain parce qu'ils pèsent très lourd, Bien donc sûr. ils tassent la terre et ils mangent tout. Donc j'avais plus de bananes, j'avais plus de. Donc, La canne à sucre. et ils détruisent les barrières parce qu'ils pèsent 500 kilos et tu peux mettre la barrière que tu veux, puis c'est hyper intelligent. Alors des fois ils rentraient dans la maison, je faisais le spectacle, t'avais un âne qui arrivait sur scène, qui traversait la scène. Je présentais mon ânesse, c'était trop drôle. Ouais, c'est... Ah ouais. Mais tu passeras voir la mienne. Je t'enverrai des photos de mon ânesse dans ma chambre. Elle est au pied de mon lit. Je t'assure, j'ai des photos. Mais moi, à l'époque, quand j'étais en haut, au tout début, j'avais construit un petit hangar qui était devenu la maison, parce que c'est beaucoup de travail. Et j'avais divisé ça en deux. Ouais. Et au final, il y avait mon ânesse sur un côté et moi à l'autre côté. Ah ouais. Et c'était agréable, c'était beau à voir le soir. Tu dors et des fois tu te réveilles la nuit, au final tu te lèves et là tu vois ton ânesse, elle est couchée juste l'autre côté de toi. Ah ouais. Comme si elle est couchée là, comme Ah ouais. j'ai trouvé ça beau. Ah, c'est Et mignon. pareil, quand tu es là en train de faire à manger, tu fais la soupe, Ouais. tu coupes les légumes, Ouais. comme si elle est là avec son gros nez. Ouais. Et puis elle attend que tu lui donnes les restes. Puis si ça ne donne pas, elle fait. Et Et elle part. elle demande. Elle demande. Pour parler un peu prison, tu fais des ateliers en prison et en école. Ouais. Ouais. Tu peux expliquer un petit peu vite fait? Bah, il y a un organisme qui fait des animations pour les détenus. Et là, on a fait tout un travail sur la gestion de la colère. D'accord. Donc les détenus, je les mettais en colère, tous ensemble. Je prévenais les autres détenus que c'était une fausse colère, quoi. Et du coup, ça leur permettait de gérer après le fait d'être en colère. Je leur disais, oui, c'est bien, continue, pas d'insultes, voilà, va dire plutôt nique ta lope que nique ta mère. Tu vois, essayer de trouver des insultes. Donc après, ils s'insultaient avec des noms de légumes, poireaux, concombre, artichaut. D'accord. Donc c'était beaucoup moins violent. Oui. Et ça leur permettait, parce que souvent, la violence, c'est un manque de vocabulaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en prison, un jour, ils avaient picolé, je sais pas quoi, et ils avaient une rancœur qui monte, et les autres tombent énervés, et dans un geste désespéré, ils leur ont fracassé soit une bouteille sur la tête, un coup de couteau, un truc malheureux, et ils se retrouvent en prison à vie ou pour 30 ans, avoir eu un moment où le corps a parlé avant la parole. Donc si tu arrives à leur faire mettre la parole avant le corps, et ça c'est le fondamental, à mon avis, les gens ils critiquent l'insécurité, gna 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 gna, mais à mon avis le fondamental c'est prendre les jeunes dès le plus jeune âge, à déjà comprendre le monde pour ne pas le subir, c'est la partie éducative, et surtout pouvoir gérer leurs paroles, c'est-à-dire
accepter leur propre parole pour pas que cette parole s'accumule avec des interdits. On s'en aperçut en neurologie. Par exemple, c'est le lobe frontal souvent, qui est le lieu des interdits. Les malades, par exemple, qui ont la maladie de le syndrome Gilles de la Tourette. D'accord. Comme ils s'interdisent quelque chose, ils le font. Tu vois? Donc ils s'interdisent de le dire, du coup ils le disent. Salope, parce qu'ils ne veulent pas le dire. Donc ils le disent. Ah, c'est ça le mécanisme. C'est ça le mécanisme. Ils sont devant des couteaux et des fourchettes dans un lave-vaisselle. Et ben ils vont avoir tendance à mettre la main sur le couteau ou la fourchette Parce qu'il faut pas. parce qu'il ne faut pas qu'ils mettent la main sur le couteau et la Incroyable, fourchette. hein. Et c'est ce principe-là qui fait que beaucoup de jeunes sont violents parce qu'ils s'interdisent. Tu vois, ils s'interdisent de dire les choses. Du coup, ils passent à l'acte. Et c'est là que la statistique que tu disais tout à l'heure, qu'on voyait au Québec à l'époque, que quand tu éduques les jeunes à s'exprimer, ben, tu réduis la violence. Bah oui. C'est direct corrélé. Évidemment. Quoi. Ouais. Et là, il y a une série sur Netflix, là, Adolescence, là, qui montre bien ça. D'accord. T'as un gamin qui est tout sympa, tout timide, et en fait, il a fait un truc monstrueux, parce qu'il a été harcelé, parce qu'il ne sait pas s'exprimer, parce que... Et tu sens que c'est ça. Pour parler aussi un peu là, du présent, du futur, j'ai entendu dire que tu allais faire une petite tournée cet été en Europe. Ben oui, tous les étés, j'essaie d'organiser, quand même, parce qu'il y a des gens qui veulent... Enfin, j'essaie d'organiser, il y a des gens qui veulent m'avoir, me faire venir, on va dire. Étant donné que tu n'es pas sur les réseaux. Comme je suis pas sur le réseau, ils arrivent quand même à me trouver. Donc là, c'est une tournée où j'anime des ateliers d'improvisation en Bretagne. Où je fais quelques spectacles en Bretagne. Donc vous aurez les informations si vous me suivez sur Facebook. Gustave Parking, ça se trouve facilement. On mettra les liens en description. Et sinon, je joue à Paris, parce qu'il y a des gens qui veulent me voir à Paris aussi. Je joue 4 jours, un endroit qui est à côté de Beaubourg, pas loin, là, juste à côté dans le centre de Paris, qui s'appelle le Mélo d'Amélie. Et là, j'ai 4 jours, et tu peux mettre la fiche du Mélo d'Amélie. C'est 4 ou 5 jours au mois d'août, là. C'est du 4 en 2025. Je dis ça pour les gens qui écoutent la vidéo, Oui, oui. alors qu'on est déjà en 2030. Donc voilà, donc c'est au Mélo d'Amélie, je joue mon spectacle, À Paris. à Paris. Après, c'est en France, c'est pas juste à Paris. Tu fais ailleurs aussi. j'ai Oui, en entendu dire, Bretagne. en Bretagne. Voilà, et c'est tout. C'est tout. Cet été, pour l'instant, c'est tout. Si vous avez d'autres salles et qui sont près d'Angers, parce que je vais aller près d'Angers, je vais peut-être jouer à côté d'Angers à un endroit qui s'appelle... c'est le type qui fait tous les décors du Hellfest. Que je vais aller au Hellfest, mais comme spectateur, parce que je suis jamais allé, j'ai envie de voir. Et lui, il a un endroit qui s'appelle... c'est à côté de Segré, Angers. Et il a racheté une ancienne mine de fer. Et dedans, il a mis tous les décors du Hellfest d'avant. Donc ça fait un peu genre Walking Dead, ambiance, quoi. Tu vois. Ah, d'accord. Ah, c'est vraiment impressionnant. Et ça s'appelle Central 7. Et au milieu, il y a une immense tour en béton d'ascenseur qu'il a acheté. Les puits sont fermés. Et il installe des appartements, il fait des spectacles. Et je pense que je vais jouer là. Parce que c'est un copain, il est venu ici plusieurs fois. Ouais, ce sera l'occasion. La seule référence vraiment en humour que j'aime, j'écoute principalement en anglais. Ouais. C'est rare, j'écoute en français. Et au final, c'est George Carlin. Et je t'en Ouais, avais ouais, parlé ouais. au tout début. Ouais, j'ai vu ces trucs, c'est bien. Ouais. C'est pertinent. Je trouve. Bah, c'est un peu c'est des philosophes qui font de l'humour. Et je trouve c'est important d'utiliser un peu tout ce qu'on vit, un peu l'actualité, parce que, sans être méchant, je trouve qu'on vit quand même dans une hallucination collective. C'est que je trouve que remettre les choses à sa place, aussi remettre la réalité à sa place, Ouais. ça vaut la peine. Et s'il faut utiliser un peu... Moi, j'irais plus loin, je dirais dans des hallucinations collectives. Mhm. C'est-à-dire que il y a des... Ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de croyances. Et dans le cadre de ces croyances, il y a plusieurs hallucinations différentes. Bien C'est sûr. pas forcément les mêmes. On ne vit pas dans le même monde. Bien sûr. Il y a autant de réalité qu'il y a d'êtres humains. Peut-être. Ouais. Un truc auquel je pense là aussi, je m'en rappelle pas par cœur par contre, c'est que j'ai besoin de ton aide. J'ai écouté un de tes sketchs et dedans il y a une phrase que j'ai particulièrement aimée qui disait, ça commençait avec la politique. Et la politique, elle est là pour les riches et pour les pauvres. Et Ouais, c'était j'ai- bien expliqué. je suis Mais d'accord. c'était dit tellement rapidement Ouais. que j'ai eu Ouais, de la difficulté à la mémoriser. C'est-à-dire, la Vas-y. politique, c'est essayer d'avoir les voix des pauvres et l'argent des riches en leur promettant à chacun de les protéger des autres. C'est tellement bien dit. La démocratie, c'est ça. Hein. Ouais. En utilisant la maïeutique de Socrate, comment pourrais-tu aider le public à découvrir son propre sens de l'humour aujourd'hui? Ah bah ça c'est vraiment intéressant, c'est justement se remettre en question. Que la maïeutique c'est l'idée que dans un débat, celui qui gagne, c'est celui qui change d'avis.
C'est-à-dire avoir une ouverture d'esprit assez forte. Exact. Alors que les débats politiques, maintenant, ils ont des partis, donc c'est des partis pris. Bien sûr. Et il n'y a jamais un mec qui va changer d'avis, quoi. Donc tu fais venir des gens qui sont accrochés à une théorie, Ouais. Quel est- Dogme, même. et qui est un dogme, une théorie de départ, ou je sais pas, ou un dogme, et qui vont argumenter sans avoir l'ouverture d'esprit de se remettre en cause, Bien sûr. ou de remettre en cause leur point de vue. Ou alors ils font des débats entre eux. Par exemple, moi j'ai vu ici des réunions citoyennes. Alors les mecs qui viennent, t'as les mecs qui viennent, c'est tous des profs, des machins, ils sont tous, on va dire, de gauche, ou un peu comme moi, parce que moi je suis de gauche, plutôt, historiquement, quoi, toi. Mais t'as pas un entrepreneur, t'as pas un, tu vois. Et pareil, t'as une réunion d'entrepreneurs, t'as pas un ouvrier, quoi, tu vois. T'as des réunions Oui. d'actionnaires, alors maintenant, il y a des fois, ils arrivent à faire qu'il y a des ouvriers qui achètent des actions et qui arrivent à aller dans les entreprises pour dire, voilà, on a acheté des actions. A changé de groupe. Voilà. Moi, je crois beaucoup à tout ce qui peut être autogestion. Je ne suis pas contre l'actionnariat, mais l'actionnariat partagé par les employés. Sinon, c'est de l'esclavage, quoi. Parce que les actionnaires, maintenant, on voit dans les grosses sociétés, les actionnaires, ils ramassent des paquets, et puis les ouvriers, c'est au moins payé, maintenant, tu vois. Après, moi, j'ai un ami employeur. Le gars, il avait une trentaine d'employés en France à l'époque. Et il voulait offrir, tu me sais, aux salariés l'opportunité d'investir dans l'entreprise, de gérer Ouais. son temps, de gérer, tu me sais, son Ouais. portefeuille, en gros. Ouais. Les gens, ça leur fait peur. Les gens préfèrent juste, dis-moi quoi faire, Ouais. quand le faire et Oui, comment oui. le faire. C'est qu'on a vraiment des gens. Il y a Alors de ça, tout c'est pour tout aussi. le monde. Il y a de tout pour tout le monde. Pareil, c'est lié à l'éducation. Ouais. Si ces gens-là avaient fait de l'improvisation théâtrale à l'école, Mhm. peut-être qu'ils seraient plus courageux. Exactement, Et- je suis pas Tu contre. vois, c'est Ouais. aussi, faire des choix. Effectivement, il y a une servitude volontaire qui existe chez beaucoup de gens, parce qu'il y a une espèce de paresse intellectuelle, Genre, parce qu'il y a une ouais. méconnaissance Ouais. des possibilités. Mhm. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent faire ça. Une fois, j'ai fait une impro où je jouais un dictateur, un nazi, toi, et il y a des mecs qui passent sous la fenêtre. Ils sont venus avec la mairie, ouais, il y a une réunion de nazis ici. Non, non, c'était une impro, c'était une impro. Faut faire attention autour. Mhm. Voilà, c'était une impro théâtrale, c'était du théâtre. Justement, c'était pour dénoncer ça. Tu vois. Mais question de perspective, ça change tout. Ah ouais, c'est Bah ça, oui, parce que ouais. toi, tu le sais, t'as ta perspective, tu le joues. Mais le gars qui le voit pas, il Ouais. voit que ça, Mais et sa perspective t'avais change. ça dans Tintin et le Lotus Bleu, ou je sais plus quoi, où il y a le Rastapopoulos, il y a une scène où il y a un mec en train de fouetter une nana, il y a Tintin qui intervient, qui casse la gueule au mec, et l'autre D'accord. qui fait coupez, coupez, c'est un film, on tourne. C'est déjà Alors- arrivé hein, dans des tournages que les gens y croient, quoi. Alors j'ai lu Tintin, mais je m'en rappelle pas assez bien, j'étais petit. Ouais. Ouais. Je crois Si que c'est tu- dans les cigares du pharaon. D'accord. Je travaille ma mémoire. Si tu devais créer un sketch aujourd'hui, inspiré des premières formes de théâtre préhistorique, quel en serait le thème? La journée d'un alcoolique. Parce que tu peux faire la journée d'un alcoolique qu'avec des bruitages. J'ai travaillé ça l'autre jour. Tu vois? Le mec il se lève le matin, la gueule de bois. Après il va se laver n'importe comment. Là. Tu vois? Ah, Tu c'est vois, horrible. tu vois, après il va tuer son mammouth, je sais pas quoi. C'est clair. Les grognements. Après il va grognement, après il va se remettre à boire. Il va être bourré. Tu vois. Il va se recoucher, il va sauter une belette qui passe l'animal. ou, une, ou une chèvre préhistorique, ou un rhinocéros à poil laineux. Il va crier ah, poil laineux. Et hop, tu vois, il continue, il est bourré. Donc tu fais, ça serait plutôt ça. La journée d'un alcoolique préhistorique, parce qu'il picolait à l'époque. Il y avait tu sais, les oiseaux aussi sont sous des fois, avec les raisins trop mûrs, quoi. Exact. Comment les événements récents influencent-ils ton approche aujourd'hui de l'improvisation? Ah bah, il faut renforcer ça à l'école, faut que la politique s'en empare pour mettre des budgets et former des professeurs d'improvisation appliqués. Comme je défends ça, voilà, Comme tu le défends, tu le dis dans tes sketchs, tu oserais le dire, en Ah bah je le parler dis, je ouvertement, je le dis directement. Je vois. On a une association, on demande de l'argent pour l'association, Je vois, pour te développer, pour c'est ça. développer. On a des subventions, heureusement. Quand on va dans les collèges ou les lycées, on est payé. Et on demande des subventions. Mais là, ils ont supprimé plein de subventions à cause du Covid. En France, ça a été à cause du Covid et de l'armement par rapport à la guerre en Ukraine. Mhm. Et puis la crise avec Trump en plus. Donc c'est vrai que l'économie générale des pays occidentaux descend parce qu'il y a la Chine qui émerge, tous les autres pays.
Il y a des problèmes économiques qui font qu'ils vont couper dans les trucs qui se défendent le moins, c'est-à-dire les petits vieux qui vont pas manifester, l'éducation, la santé, tout ce qui n'est pas régalien, quoi. Par contre, ils vont mettre plus d'argent dans la répression, du coup, parce que les mecs vont gueuler. Et puis dans la... C'est dommage, quoi. Ils préfèrent mettre dans la répression que dans la... Oui, je suis d'accord. Je suis pas contre la répression, mais la répression, elle doit être à égalité avec la prévention. Et la prévention doit être plus forte, c'est sûr. Si tu devais improviser un dialogue entre un personnage de la Commedia dell'arte et un personnage moderne, quel en serait le sujet de leur conversation? C'est des questions de plus en plus pertinentes. Alors, il y en a un qui dirait, on va dire, Sganarelle. Comment ça sera plus tard? Est-ce que vous aurez encore des rois? Est-ce qu'on sera encore pas enterrés dans les cimetières? Parce qu'à l'époque, les acteurs étaient pas enterrés. Hein. Ils étaient en fosse commune. Les acteurs étaient bannis et tout ça. Est-ce qu'on pourra jouer des filles? Encore? Parce qu'il y a une époque, c'était mal vu de jouer des filles. Bien sûr. Et une époque, par contre, les filles ne pouvaient pas jouer. Donc il n'y a que les hommes qui jouaient les filles. Il y a eu des époques différentes. Donc ça serait plutôt un dialogue d'époque à époque. C'est ça qui serait intéressant. Voilà. Comment l'improvisation peut-elle être un outil de guérison à l'image des rituels théâtraux des anciennes sociétés? Ça, c'est passionnant. Ben, déjà, quand tu es sur scène, tu as un phénomène comme tu es vu et que tu es en danger. Tu développes de l'adrénaline. Moi, je sais que ça m'est arrivé, j'en parlais tout à l'heure. Tu pourrais enlever le j'en parlais tout à l'heure, parce que si j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais là, je l'ai dit trop tard. Triplement en plus. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois de monter sur scène avec la grippe et de sortir de scène, de plus avoir la grippe. Mhm. C'est-à-dire 2 heures de spectacle guéri. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, la transe, la danse, tout ce qui fait que tu transpires, déjà ça guérit et ça se bat contre les virus. Donc après, ça peut être d'autres choses. Ça peut être l'arthrose, de bouger, ça fait du bien à l'arthrose dans certaines mesures. Donc ça fait partie, c'est un rituel de guérison avec une drogue que tu produis toi-même qui s'appelle l'adrénaline. Bien sûr. Si tu pouvais aujourd'hui inviter un personnage historique à participer à une de tes improvisations, qui choisirais-tu et pourquoi? Je suis en train de regarder un personnage historique qui participerait à une de mes improvisations. Exact. Qui choisirais-tu et pourquoi? Je suis en train de chercher. Vraiment quelqu'un qui est... Tu vois, on s'écarte de l'improvisation. C'est Victor la Hugo. première fois qu'il prend 5 secondes. Victor Hugo. Assez d'accord. Et quel en serait le sujet et pourquoi? L'humanité. Victor Hugo, il a écrit... L'éducation, et l'humanité. il a une façon d'écrire et Bien il serait capable, je suis Bien sûr, sûr. de me faire tout en alexandrin, ce qui serait assez Fort. joli, parce qu'on fait des improvisations en alexandrin aussi. À un moment, avec Django Edwards, j'ai fait 2 heures d'improvisation, je faisais que en alexandrin. C'était pas très facile, il fallait que je m'y mette comme sur un fil. Je parlais avec Django, qui s'appelait Edwards, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Edward Schwartz. Edward Schwartz, c'est un autre philosophe, quelqu'un quand on le voit, on l'apostrophe. C'est quelqu'un qui parle et qui, en permanence, fait des alexandrins. Et pour les gens, il semble que ce soit un bon refrain. Voilà, c'est ça. Pendant 2 heures. C'est pas facile. T'as une bonne citation de C'est comme Victor donner des Hugo fleurs. pendant qu'on en parle? De Victor Hugo, Ouais, il y en a des belles. Hein? j'en ai une très belle, c'est... quand on ferme des écoles, on ouvre des prisons. Ça, c'est une première. Et une que j'aime beaucoup, c'est j'aime l'araignée et j'aime l'ortie, car rien n'exauce et que tout châtie leur morne souhait. Je la trouve magnifique. Quand j'étais petit, j'adorais les serpents, tout ça, parce que les autres les détestaient. Tu vois, ils n'avaient pas les serpents, alors qu'il y a plein de serpents qui sont hyper sympas. Et il y a les migales qui sont pas dangereuses, très sympas aussi. Mais simplement, je me suis toujours battu, peut-être parce que je me trouvais moche, contre le racisme esthétique. J'en parle dans le spectacle. C'est-à-dire qu'on l'aime pas parce qu'elle est moche, quoi. Donc elle est vilaine. Mais je reproche ça aussi à pas mal de films. Regarde Le Seigneur des Anneaux. Comme les méchants sont tous laids. C'est un peu raciste même, Le Seigneur des Anneaux. Moi, j'aime bien, parce qu'il y a de l'action, le machin.
Mais tu vois quand même que les trômes, les méchants sont laids, quoi. Et les autres sont beaux, quoi. Quand je faisais du développement personnel à l'époque, j'ai compris une chose assez simple. J'aurais dû la comprendre avant. Mais au final, quand t'es pas très joli, t'as juste à sourire. Ouais. Ça change déjà tout. Ah ouais, Oui, là, c'est qu'au sûr. final, forcez-vous à sourire, les gens Ouais. seront naturellement plus beaux déjà. Ça, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est vrai. On va terminer sur une note là qui est cohérente avec Tropical Paysan. Ou Tropical Paysan, je vais te dire quand même quelque chose Ouais, que vas-y. j'ai fait, qui est une de mes grosses fiertés aussi. J'ai contribué à faire sortir José Bové de prison. Ah, Parce que bien, j'ai fait d'accord. 2 chansons sur José Bové. D'accord, d'accord. Et qu'on était regardées à qu'on était vendues à plus de 30 000 exemplaires. Parce que c'était pour la Confédération Paysanne en France. D'accord, bien. Et tu peux l'écouter. Tu fais José... Tu l'as pas entendu? Non, j'ai pas entendu. Ah, tu vas écouter, tu vas te régaler. Fais José Bové et Gustave Parking, tu vas voir. Oui. Tu vas le trouver. Et j'ai fait 2 chansons pour eux. Et une autre sur une chanson qui s'appelait Paysame, qui s'appelle Sur les paysans. Contre Monsanto, pour soutenir la Confédération Paysanne. Et ça a mis pression pour faire sortir José Bové de prison? Ah ben ça a aidé, hein. Je vois. Très bien. Tiens, viens voir. Écoutez-moi ça. C'est un grand écran. Ouais, tu vois, le clip il est super. Les fous de guerre sont décorés, les fous de paix sont enfermés. Elle est pour toi cette chanson, toi le paysan qui sans façon un jour s'est retrouvé en zonzon. Si José, si José, je dirais non. Si José, si José, je dirais non. José n'est pas mauvais. José Bové près de Millau, eu la courante dans un McDo, les cornichons sont pas passés, il est revenu le démonter. José Bové. Bien sûr, c'est que c'était juste pourquoi choisir la Guadeloupe et Alors. depuis quand? Voilà. C'est qu'au final, la question c'était un peu en tant que tropical paysan, on va faire le lien. Moi en haut la montagne, toi ici, les animaux, le terrain, la Guadeloupe. Au final, pourquoi tu as choisi la Guadeloupe et depuis quand? Alors j'ai choisi la Guadeloupe. Je voyageais dans plein de pays avec les spectacles. Et pour moi, la Guadeloupe, c'était un peu une zone un peu protégée, un peu ringarde presque, avec le touriste français qui ne veut pas quitter la France, mais qui veut aller sous les tropiques quand même. C'était pas l'aventure, on va dire. Mais je suis venu parce qu'il y a un copain qui m'a invité. Je suis venu ici, et voilà, hasard, il m'a invité à Trois-Rivières, là où j'habite. Et Trois-Rivières, tu regardes et tu survoles toutes les Caraïbes. Tu as une vue sur les Saintes qui est magnifique, que j'ai vu nulle part en France. Une vue. Oui. Ouais, je suis tombé amoureux de la vue des Trois Saintes. Après, je suis venu le voir l'hiver quand il faisait très froid en France, parce que je suis un peu frigophobe. J'aime pas le froid. Et il faisait beau tout l'hiver, il fait chaud tout le temps, la vue est magnifique. Mon copain, il m'a réinvité. J'ai rencontré un autre copain qui était le médecin ici, qui connaissait du monde, qui m'a présenté des gens. Je suis revenu en vacances. Et un jour, il me dit, bah, t'as qu'à acheter il y a un bout de terrain avec la vue, là, tu peux l'acheter. Alors j'ai acheté un bout de terrain pour ma retraite, D'accord. juste un bout de terrain. Oui. Et après, je me suis dit, tiens, je vais construire une petite maison pour revenir en vacances. J'ai construit une toute petite maison. Puis un autre jour, il me dit, oh putain, il y a toi qui es écolo, il y a un parc de 2 hectares avec une rivière, une cascade, une vue, tout le terrain est à vendre et tout. Belle opportunité, quoi. Belle opportunité. Un truc, tu peux pas refuser, quoi. Je vois. T'as une cascade avec une rivière, machin, une vue magnifique. J'y viens, je fais un crédit sur 20 ans. Il y a coup que de cœur. toi pour l'acheter, pour protéger la forêt. Et ça fait 20 ans que je protège une forêt. Du coup, je rembourse un peu le carbone que j'avais dépensé dans les avions en produisant du carbone, parce que tout le terrain est constructible. Ouais, ouais. Là, je vais être obligé peut-être de m'en séparer d'une petite partie, mais c'est à quelqu'un qui va garder la forêt. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui va garder la forêt, qui va prendre une petite partie du terrain. Parce que moi, je ne peux plus m'en occuper. C'est pour ça que j'ai un excellent jardinier. Mais même derrière, c'est énorme, et même lui ne pourrait pas s'en occuper. Donc il vaut mieux mettre quelqu'un qui, pareil, va cultiver et va rendre la forêt non seulement belle, mais en plus productive. C'est que ça fait combien de temps que tu es ici? 20 ans. Ça fait 20 ans que tu es Ouais, ici. 2004, je me suis établi. Je vois. Voilà. Aucun regret. Ah bah aucun. Au départ, je faisais 15 jours ici, 3 semaines de tournée, 15 jours ici, 3 semaines de tournée. Oui. Avec ma famille, voilà, qui restait là, avec ma femme qui était professeure, tout ça. Et puis on s'est séparés il y a 5 ans.
Et c'était au moment où il y a eu le Covid, et là j'ai touché ma retraite. Donc j'avais moins besoin de voyager, donc là maintenant c'est un voyage par an, tu vois, et le reste par mois. Pas c'est moi qui fais le voyage par an. C'est un voyage par mois, par an. C'est clair ou c'est mal dit? C'est clair, d'accord, c'est bon. Merci Gustave. Ben merci. C'était un vrai plaisir de Pareil. passer ce moment avec toi. Ouais, c'était Et agréable. puis on va aller tranquillement faire un tour du jardin pour Oui. montrer ça à l'audience. Super. Allez, c'est parti. Des fois, il faut savoir arrêter de parler. Mais quand tu prends la parole, tu la prends toujours à quelqu'un. Alors, on a la banane. Sourire avec une belle banane. Dis-nous deux phrases qui te viennent en tête, là. Deux, je sais pas, deux citations, deux phrases que tu aimes bien, que tu dis souvent en conclusion. Bah, pour moi, les plus belles phrases, c'est ne remets jamais à demain ce que tu peux faire d'humain. Beaucoup, celle que j'avais écrite au départ, mais qui est restée, quelqu'un l'a même mis sur sa pierre tombale. C'est la mort, c'est le meilleur moment de la vie, c'est pour ça qu'il est préférable de le garder pour la fin. T'en veux d'autres? Allez, On devrait dormir comme des chauves-souris, afin que le cœur glisse sur l'intelligence. Mais il faut pas avoir la colique. Donc on peut en rire quand même. Ouais, aujourd'hui c'est pas très dégagé. Non, on fera ça après. Non? Ah, pour l'audience, c'est quand même très joli. Allez. c'est la fin bientôt. C'est fini. Voilà. Après, on s'occupe de ta maison Au revoir. pendant 2-3 mois. Ouais. Ça va aller. Mais c'est.